Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce 11e numéro de Hola mon brave, l'émission qui relie et revit les aventures de la compagnie Créance dans l'univers de Game of Roll. Je suis Erkep et je suis accompagné de Maître Likao. Hola. Anna-June Barker. Salut. Céladon. Salut. Et cette fois, et pour la deuxième fois, nous sommes accompagnés du grand, du beau, du volatile, du lointain, Flavien, aka DJ Cactus. Salut. Cette semaine, on revient sur l'épisode 2 de la saison 2. Et cette fois-ci, je le dis bien. Et ça commence juste après ça. Oh là, mon brave! Est-ce que vous faites quelque chose en particulier? Je le perceptionne. Boire un coup pour faire le point, mais boire un coup. Jotun, J-O-T-U-N. Faut s'équiper. Je vais devenir une armurerie, je pense. Tu connais cette drogue-là, ça s'appelle le doigt. Et vous êtes sympa ou pas? Lance Bonne un dé à compétence, 100 ça. faces. T'as donné la Tu lui boîte. as donné la boîte. Je lui ai donné la boîte. Merde. Ne trouvez-vous pas que le destin est ironique parfois? On le jette dans la On rivière. lui coupe la langue et on le jette dans la rivière. J'invoque les flammes. 92. Gourmandise travaille aujourd'hui? J'ai quelque chose à vous dire de très important, c'est que vous m'avez manqué. Shazam, mage puissant, longue vue, divers. Quand est-ce qu'on boit? Alors avant toute chose, je voudrais dire que je suis très content d'avoir Flavien de retour parmi nous cette fois. En plus, ce qui est cool, c'est que Céladon est aussi présente. Et on avait plaisanté la dernière fois sur le fait de faire venir sur l'épisode maudit, c'est chose faite. Et puis, pour vous, les auditeurs et les auditrices, vous comprendrez plus tard que je suis doublement content de t'accueillir ce soir. L'épisode de cette semaine s'intitule « Panique totale sur l'île des pirates ». Il a une durée de 2h05. Comme d'habitude, on va demander à Anna-June ce qu'elle en a pensé. J'ai pas aimé. Voilà. Bisous. Non mais, alors, avant de donner mon avis sur l'épisode maudit, petit avant-propos, parce que je crois qu'on va tous être d'accord là-dessus, il est vraiment important, avant qu'on se lance dans cet Hola mon brave, et que nous versions le tonne de sel sur cet épisode, il faut rappeler un certain nombre de choses concernant le contexte de l'enregistrement. Alors c'est vraiment dans une situation impossible qu'a été tourné cet épisode. Donc au fond, je ne leur jette pas la pierre, je pense qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu étant donné les circonstances. Mais donc pour rappel, les personnes qui n'étaient pas là en live se sont retrouvées complètement perdues face à la rediff, et c'était encore bien pire pour ceux qui écoutaient uniquement en podcast. Pourquoi déjà? Parce que Lydia était aphone le jour du live, et quand je dis aphone, c'est vraiment incapable de prononcer le moindre mot, et secouée de quinte de tout, la pauvre, qui la poussait carrément à devoir quitter le plateau. Et par-dessus ça, qui est déjà quand même une bonne situation de merde, hein, l'intro de l'épisode n'a pas été enregistrée. Donc ils ont dû la tourner une deuxième fois, à la va-vite, sans représenter les joueuses et sans expliquer que Lydia ne pouvait pas parler. Donc pour les auditeurs du podcast, il n'y avait aucune manière d'aborder l'écoute de l'épisode en sachant que Lydia était aphone, et ça donne vraiment une situation étrange, voire malaisante, qui va être le maître mot pour moi de cet épisode. C'est comme si on l'empêchait délibérément de parler en fait avec cette histoire de poule et de malédiction. Donc voilà, aborder cet épisode en sachant qu'elle est aphone, ça change beaucoup de choses à mes yeux, parce qu'on est quand même sur un contexte très particulier. Ceci étant dit, franchement, c'était mauvais. De la musique de poule ultra cringe aux séquences où Lydia tente tant bien que mal à décrire le plus vite qu'elle peut, la pauvre, sur sa petite ardoise, puis qui finit par être niée. Il y a des longueurs dans tous les sens, ils prennent aucune décision, et les décisions qu'ils prennent, elles sont pourries. Voilà, moi j'ai vraiment pas aimé, et d'ailleurs c'était que la deuxième fois que j'écoutais de ma vie cet épisode, parce que je le saute tout le temps. Je suis une personne qui fouille le cringe, je déteste ça. Et donc j'ai été mal à l'aise pendant toute la durée de cet épisode. Ok. Ça se comprend. Et toi, Maître Likao? Je serais peut-être la voix du milieu. Pourtant, je suis connue pour avoir énormément râlé dernièrement sur certaines mécaniques et pas que de gore. Mais là, en vrai, j'ai beaucoup apprécié cet épisode, hein, comme pas mal de viewers apparemment, au vu des commentaires de la vidéo.
Notamment pour ce qu'il montre de l'équilibre très précaire de cette équipe qui est incroyable. Mais quand c'est impossible pour l'un de ses membres de parler et d'agir, ça change énormément de choses. On le voit dans cet épisode. J'ai pas été gênée par la longueur de la conception des plans. Je reconnais que ça doit être très laborieux à résumer, que c'est pas si fun à écouter ou regarder. Cependant, pour moi, c'est nécessaire de garder ces moments-là et je regrette vraiment ces temps de RP qui ont fini par presque complètement disparaître du show. Je trouve que c'est des moments qui évitent le fameux effet Mercer et qui va décomplexifier les nouvelles tables qui, lors de leur première partie, souvent, elles tombent dans une grande déconvenue, car elles n'ont ni l'expérience des MJ, ni les réflexes des joueurs, entre guillemets, pro, acteurs ou ici animateurs. Alors, évidemment, le côté promotion canapé d'Esperanza, pour citer un très mauvais film des années 80, en plus d'être ultra cringe, il est à mon avis totalement loupé du point de vue dénonciation sociétale. Pour le côté bordélique de la gestion des quêtes, pour moi c'est l'épisode prochain qui me crispe à l'avance, sachant que là franchement c'est l'ensemble de l'équipe, MJ compris, qui vont être totalement à côté de la plaque. Prochain épisode, j'ai pas hâte non plus, mais j'ai hâte qu'on se barre d'Esperanza de toute façon. Bref, c'est pas mon avis pour l'instant. Donc Céladon, comme d'habitude, avant d'entendre ton avis sur celui-là, on va écouter ta prédiction, une partie de ta prédiction du dernier épisode. Du coup, à ce moment, ils arrivent à crocheter la serrure et ouvrent la porte. Et du coup, c'est la fameuse cabane de la sorcière. Et je me souviens qu'il ne faut pas s'empiéger en entrant, sinon, pour le coup, pour le coup, il y a de la poule après. Alors, je fais référence à un mauvais sort quand on touche un objet par erreur. Mais alors, je ne sais pas si c'est dans le livre. Et je suis curieuse de voir comment ça va se passer avec elle, avec ce groupe. J'espère vraiment qu'ils vont la respecter. Et j'ai aussi envie, parce que c'est le Corbeau Noir, c'est pas un mono de colonie de vacances, quoi. Donc j'imagine qu'il va le mettre à l'épreuve, que ce sera pas facile. Est-ce que Amaury, dans son imagination d'enfant, même avec les épreuves qu'il a vécues avec la compagnie Créance, est-ce que c'est ce qu'il espérait de ses aventures ? Enfin voilà, j'espère que ça va aller pour lui. Et enfin, j'envisage une jolie cata avec un monstre marin. J'aimerais qu'il ne passe pas au travers. Bon, pour l'instant, t'es pas encore servi sur tout ça, Céladon. On va pas beaucoup parler d'Amaury, ni de monstres marins. Peut-être Non, pour l'épisode prochain, qui sait. Peut-être. Peut-être que c'était une prédiction sur loin le futur. Et pour celui-là, alors, t'en as pensé quoi ? Je l'ai trouvé trop dommage parce que cette île, moi, je l'avais adorée quand on l'avait faite ensemble, quand on l'avait explorée et tout. Ouais, je me souviens de 19 qui a fait une mauvaise pioche avec une carte en infiltration et qui envole complètement le toit de la taverne, et je crois qu'on avait réveillé le monstre. Et alors après, peut-être que ça va arriver, qu'il faut juste que je sois patiente, mais je dois dire que j'ai eu du mal à rester concentrée pour la durée complète de l'épisode. Et j'ai vraiment l'impression d'être hyper agressive, mais je regrette vraiment beaucoup parce que jusqu'à maintenant, j'ai aimé l'ensemble des épisodes, mais celui-ci, j'ai vraiment eu beaucoup du mal à le suivre. Et donc, mon cher DJ Cactus, qu'en as-tu pensé ? En gros, je trouve que ta remise en contexte, Anna, elle est essentielle parce que, en fait, c'est exactement comme d'habitude. En fait, tu dis les choses que j'ai envie de dire. Donc, c'est-à-dire que moi aussi également, c'est la première fois que je le réécoutais depuis je sais pas combien de fois. Je pense que j'ai dû regarder 2 ou 3 fois cette campagne, et c'est clair qu'à chaque fois que je revenais sur cet épisode, à chaque fois que je le passais, parce que c'est juste pas possible. Et en fait, justement, moi, j'avais pas ce contexte de live, je connaissais pas le truc, j'ai compris, je pense, après ou quoi, je sais pas trop. J'ai dû comprendre en regardant le truc, en fait. Et en fait, clairement, moi, au début, je me suis dit, j'avais pas compris que Lydia était aphone, et donc je me suis carrément dit, en fait, ils ont décidé de pas la faire parler,
Et je me suis dit que c'était horrible. Et en plus, ils ricanaient tous autour. Et en Ouais. fait, ils ricanent parce que c'est normal. C'est juste que comme elle est à fun et que Fibre a trouvé un moyen de faire ça, d'intégrer ça au jeu, ben, ils trouvent ça drôle. Mais en vrai, moi, qui n'ai pas le contexte, j'ai juste l'impression qu'ils sont en train de se moquer d'elle. Et en plus, c'est la seule femme du groupe. Et je me disais, mais c'est horrible, quoi. Enfin, c'est genre, c'est la poule, elle n'a pas le droit de parler. Enfin, c'est affreux, quoi. Donc, clairement, à chaque fois, je le saute, cet épisode. Et donc, je m'attendais à être. Parce que là, pour la blague, c'est que Aircap m'invite justement parce qu'il sait que c'est un de mes épisodes que je déteste. Et en fait, je pensais que j'allais le défoncer. Et en fait, en vrai, je suis surpris. Je pensais que ce serait pire. Ok. Bah moi, puisqu'on me demande... Ah, pardon, excuse-moi. J'ai coupé Non, du non, pied. c'est pas Attends, grave. ouais, fais-le. Non, Laissez- vas-y, fais-le. Non, je vais le faire. C'est très bien. Puisqu'on me demande mon avis, je pense... Ah, la misère. Je pense juste qu'on est dans la lignée de l'épisode d'avant, que j'avais beaucoup aimé, si vous vous souvenez de Oula mon brave numéro 10. Oh, oui. Et franchement, je l'ai trouvé à peine pire que l'autre. Je m'en étais fait une montagne depuis le temps qu'on en parle. Et en fait, c'était pire dans mes souvenirs. Après, il y a eu un contexte aussi à cette écoute qui m'a peut-être aidé. Mais, Peut-être. ça, vous le comprendrez très bientôt. Et oui, comme je disais tout à l'heure, après l'avis de Maître Likao, ça a aussi réveillé mes souvenirs de l'épisode suivant. Et en fait, moi, c'est pas cet épisode que je saute, c'est l'arc Esperanza que je saute entièrement, pratiquement, quand j'écoute carrément. Game of Roll. Ouais, voilà, c'est le syndrome l'île des abandonnés. Ça ne m'intéresse pas. J'aime pas les Ou îles. alors l'île des abandonnés, l'île des escargots, l'île d'Esperanza. Il n'y a rien à voir. Mais bon. Donc, si tout le monde a dit ce qu'ils avaient à dire, on va passer au résumé de l'épisode. Évidemment, un petit récap par parcimonie. Envoyez-nous plein de cœurs, s'il vous plaît, on adore ça, on aime l'amour. Allez, hop. Et donc, je pense que ça n'a échappé à personne. Depuis quelques épisodes, les résumés me fatiguent. Et j'avais vraiment pas envie de me taper celui-là. Vous perdez rien, hein, car ça aurait juste été une grosse montagne de sel. Donc au lieu de ça, je me suis fait un malin plaisir de me décharger de cette corvée sur notre invité. Oui, on est comme ça dans Oh là mon brave. On sait recevoir. Et donc Flavien, je te laisse la parole. Bon courage. Merci RK. Des tonnes de cringe des joueurs qui sont complètement perdus et le seul épisode où Atlan connaît sa quête personnelle. Aujourd'hui, on a maté l'épisode 2 de la saison 2 de Game of Roll et on vous en parle tout de suite. Alors, Mafia, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps. J'ai matériellement pas le temps. Il me fait plus perdre mon Pardon. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde. Je me suis trompé de podcast. Excusez-moi, je me suis un peu emballé. Nous aussi, on a le droit d'avoir des trucs un peu bizarres pour cet épisode. Ok, donc l'épisode commence après un très long résumé de 10 minutes de la part de Fibre. Qui joue avec son stylo et qui se fait engueuler par la régie. Et ça, c'était le meilleur moment de l'épisode. Bah, en fait, selon résumé, il était clairement nécessaire, hein, vu l'inefficacité de l'équipe, à apprendre et à relire correctement ses notes. Et du fait que, comme vous l'avez dit, hein, Lydia, elle ne peut pas parler. Et c'était à l'époque la seule à faire un minimum attention, à prendre un minimum d'écrit sur ses quêtes. Et les réflexions de Daz, Clodomir, sur ces soi-disant cartes qu'il posséderait, franchement, elles sont édifiantes. Par contre, côté point positif, hein, parce qu'on sait bien, il faut le dire, on a l'introduction d'une personne qui deviendra très importante jusqu'à la présentation du show, donc Sam, aka Persimony, la sénéchale de Claveau, qui intègre l'équipe comme chargée de production. Et les encouragements de Fibre
aux différents viewers et vieweuses à faire des actual play fan-made. C'était déjà le cas à l'époque. Il y avait la team Oniria qui commençait à enregistrer et ensuite il y a eu la team Jazokoti. Donc ça, c'est très très cool. Et ils invitent aussi les tables à partager les enregistrements. Il va aussi faire la présentation d'un excellent ouvrage pour aider les MJ, un ouvrage de Lapin Marteau, qui est aussi l'éditeur de l'excellent Château Falkenstein. Donc l'épisode démarre enfin dans la mangrove de l'île d'Esperanza où Atlan ouvre la porte d'une mystérieuse cabane avec un superbe bruitage de porte de sa part. Atlan, n'écoutant que son courage, a ouvert la porte. Pour découvrir quelque chose d'extraordinaire, une hutte de bois peinte du sol au plafond de crânes et de squelettes humains. Sur une table, une poule noire d'Esperanza a été écorchée vive au milieu d'un pentacle sanguinolent. De petites amulettes pendent du plafond et vous devez les écarter pour avancer. Enfin, sur une paillasse humide, à côté d'un narguilé de fortune qui empeste le toum, dort une sorcière affreuse et totalement nue, sauf pour un masque de bois représentant une affreuse tête de mort. Donc, Atlan entre dans la hutte et s'approche de la poule pour la récupérer, puis Fibre fait clairement semblant de lancer un dé. Et là, le cringe commence d'entrée de jeu. Il explique que Keitra aurait marché sur un crâne de poulet peint, qui lui aurait instantanément donné une malédiction, l'empêchant complètement de parler. Alors merci d'utiliser le terme cringe. En même temps, je n'en entendais pas moins de toi, hein, mon bon Flavitos. Nous parlons le même langage. Mais c'est vraiment le maître mot de cet épisode. Comme tu dis, ici on a Fibre qui fait genre que ça fait partie du scénar, mais il est clairement pas à son aise dans cet exercice. Je sais pas pourquoi il essaye de faire comme si de rien n'était. J'aurais vraiment préféré qu'il soit plus franc sur la démarche plutôt que de faire un entre-deux comme ce qu'ils ont décidé de faire. Et je le soulignerai à plusieurs reprises, et t'en as parlé des fameux ricanements et du surjeu. Si on n'a pas le contexte, si le contexte n'a pas été posé, ça donne vraiment l'impression que le tout, c'est une énorme private joke. Et nous, spectatrices, on n'est pas invités comme ça. Et je sais pas vous, mais je trouve que ça rend le tout... ça met un peu mal à l'aise l'audience. Je pense que je veux pas me faire l'avocate du diable, mais un petit peu quand même. Là, clairement, on voit la fatigue de l'ensemble de l'équipe qui a fait face à de nombreux problèmes techniques, d'agenda, le fait que Lydia soit venue dans des conditions... bravo à elle d'être venue quand même. Ça, il faut le souligner. Et faut le rappeler aussi, hein, une équipe qui, à l'époque, elle était juste défrayée. Hein, l'équipe n'était pas payée. Et on sait qu'en plus, à cette époque-là, le show pouvait vraiment s'arrêter du jour au lendemain. Donc je pense qu'ils ont vraiment tout fait pour rester dans un cadre à peu près correct. La méthode, c'est clairement pas la meilleure, je suis d'accord avec toi. L'exécution, elle est brouillonne, ça laisse totalement à désirer, mais au moins, Lydia, elle peut jouer d'une certaine façon et Keitra, elle peut agir en partie. Et je me répète, je vais avoir beaucoup plus de mal avec le fait que la mécanique qui va devenir inutile à l'épisode prochain pour camoufler le handicap de la voix, cette mécanique, elle va être renouvelée beaucoup trop longtemps et beaucoup trop injustement dans l'épisode prochain. On va voir que ça va avoir des conséquences pour la quête principale et pour la quête de la gladiatrice en particulier. Fibre explique alors qu'il a mis à disposition une petite ardoise, comme à l'école primaire finalement, qui lui permettra de communiquer avec les autres joueurs. Donc on voit Keitra qui se penche, qui récupère l'ardoise, et qui écrit qu'elle va bien. Et c'est là que Daz va clairement en profiter, car il clame être le seul à pouvoir lire ce qu'elle... Et donc clairement il va passer son temps à dire l'inverse de ce qu'elle dit. Mais ça, c'était l'enfer. Enfin, je veux dire, la blague, elle aurait été amusante une fois, mais c'était trop. Je suis vraiment désolée, j'ai vraiment mal vécu ces phases-là. Alors moi, dans mon souvenir, il le faisait beaucoup plus. Mais pour finir, je trouve qu'il le fait pas tant que ça. Mais c'est surtout, ça a été dit aussi dans les commentaires YouTube, la justification de pourquoi il le fait, elle est éclatée. Parce que il dit, genre, il y a que moi qui sais lire. Ok, il y a que toi qui sais lire, mais Keitra ne sait pas écrire non plus, normalement. Donc, genre, ça peut pas être RP par rapport au personnage, mais pas RP par rapport à l'autre personnage. Donc,
Voilà, Ouais, je non, trouve que ça a été mal c'est fait. ridicule parce que c'est clairement mis en place comme une mécanique de jeu. Fibre, il insiste au début que cette ardoise, en fait, c'est Keitra qui mime ce qu'elle essaye de dire. Et puis Daz, il va imposer cette idée que il est le seul à savoir lire. Et je sais pas pourquoi, c'est pas son habitude, mais Fibre se fait marcher dessus. Et il accepte cette situation. Et d'ailleurs, je trouve Daz ultra lourdeau dans cet épisode, du début à la fin. Par contre, je me permets, hein, Daz, je te kiffe, tu sais très bien, mais je me permets quand même de souligner un truc dont on a parlé parfois en off, mais on a tendance à oublier de temps en temps que dans la vraie vie, c'est une bande de potes qui se connaissent très bien, qui s'adorent. Monsieur Dérive un peu moins, mais pour les autres, ils sont vraiment amis à la ville. Et du coup, c'est vrai que je m'imagine jouer une partie de jeu de rôle avec mes amis et il y en a un qui est aphone. C'est vrai que t'as envie de le vanner, quoi. T'as envie d'utiliser un peu la situation. Mais de nouveau, il y a cette idée que nous, spectateuristes, on n'est pas forcément au courant. Et du coup, Daz, il est lourd, quoi. Il est juste lourd. Ouais, je radote, mais franchement, ça va être rien à côté de l'épisode prochain. Là, vous me voyez pas, mais je me fasse palme. Du coup, Clodomir cherche ensuite plus d'informations concernant la sorcière et réussissant un jet de connaissance des secrets, il explique aux autres qu'elle maîtrise la magie de la mort. Oui, du lore intéressant qui se rajoute à nos sorcières du Coest. Franchement, il m'en faut pas beaucoup plus pour être ravie de ce début d'épisode. Ska, l'une des 3 sorcières primordiales avec Za et Ptah, elle est aussi cool que badass. Enfin, des femmes âgées mises à l'honneur dans un rôle tout en subtilité, dans un JDR, et pas que. Malheureusement, les thèmes patriarcaux vont venir ternir ce moment. Hein. L'évocation d'un corps âgé de femme, forcément, va provoquer l'écœurement et le dégoût. Notez bien la différence qui sera faite pour la description de ce trou du C de Corbeau Noir. Et merci énormément à Clémence Boyer qui m'a fait prendre conscience de ça. Un gros cœur sur elle. Pourtant, Nicolas se tape Mélanda sans problème, donc un peu dommage mais de l'avoir souligné. Il dit que c'est sa limite. Oui, tout à fait, mais c'est étonnant de sa part, quoi. Je sais pas pourquoi il a dit ça. Parce que le corps de Ska est présenté comme affreux. Les autres vont directement penser que c'est elle qui déjoue la mort sur l'île. On rappelle Urshadabi, le passeur des morts, a demandé à Clodomir de rétablir l'équilibre en tuant une personne qui est sur l'île et qui aurait échappé de nombreuses fois à la mort. Alors, j'avoue que j'avais pas du tout suivi ça, mais au final, je trouve que c'est pas mauvais comme réflexion. Et je trouve ça assez chouette comme idée parce qu'il y a un monde où je suis sûre que ça aurait pu être le cas. Effectivement, on peut penser notamment à Tasmine, la plus puissante des sorcières, faisant partie des 50 immortels de Tonson Lee. Clairement, l'idée est bonne. D'ailleurs, ils vont avoir 2-3 bonnes réflexions dans la cabane de la sorcière. Oh my god. Dont celle-là, celle aussi de Nicolas qui pense à chercher des fioles. Et ça lui arrive pas souvent. Et puis, ils émettent l'hypothèse aussi de tuer potentiellement Ska dans son sommeil, ce qui peut être une bonne stratégie si c'est une antagoniste. Et puis après, juste après, quand elle va se réveiller, ils vont poser des bonnes questions sur l'épée, sur le maître de l'île. Voilà, c'est pas trop mal, mais on verra que les bonnes idées ne vont pas perdurer. Nicolas réveille la sorcière en voulant voler des amulettes qui pendent. Elle est en gueule de bois et leur propose ses services en échange de toum ou d'alcool. Elle leur explique la malédiction de Keitra qui va lentement perdre de la vie et qui va de temps en temps se transformer en poule. J'étais un peu déçue qu'elle s'agace même pas un tout petit peu. Je parle de Ska. Au final, avec le recul, je trouve que ça rend le personnage d'autant plus cool qu'elle s'en fiche complètement. Mais j'adore vraiment la scène qui se déroule avec elle. Elle est toujours complètement nue avec seulement son masque et je vois trop le truc et j'adore. On est sur une île de pirates, dans une maison de sorcières avec la dite ensorceleuse qui sort de son sommeil pour leur proposer un marché. Il y a quelque chose de vraiment spectaculaire. On pourrait faire un court-métrage en huis clos, mi-horreur, mi-aventure, avec l'ambiance lourde du bayou. Je serais transportée, quoi. J'adore vraiment ton enthousiasme, Céladon, parce que t'as raison. La scène, elle est incroyable, mais c'est un peu du gâchis, malheureusement, ce début d'épisode, parce que Fibre, il est un petit peu en dessous de son jeu habituel. Il n'est pas vraiment lui-même. Je trouve qu'il joue la sorcière Ska de manière hyper désincarnée. La scène, pourtant, t'as raison, elle est goldée. On a tous les éléments
pour avoir un super joli moment de JDR. Enfin, franchement, une sorcière dans le bayou, comme ça tabasse. Enfin, comme toi, j'ai un imaginaire qui se développe quand j'entends tout ça. Ouais, c'est exactement ça. Fibre, il est complètement perdu, ça lui ressemble pas du tout. Surtout que lui, c'est vraiment un maître en la matière, je trouve, pour improviser et rebondir. Ouais. Mais là, il est littéralement en train de faire genre, ah non, tiens, je vois que vous avez détruit une amulette très précieuse. Oui, Vous êtes ah là là, l'enfer. maudite désormais. il patauge, c'est terrible. Et tu vois que c'est parce que c'est pas vraiment prévu, quoi. En fait, ça sort complètement de Ouais. son truc. Et surtout là, là c'est la masterclass de Game of Thrones qui arrive, quoi. C'est mon moment préféré ever, quoi. C'est incroyable. C'est des props de ouf, un habillage sonore digne des plus grosses productions. Je vous laisse écouter ça. Ça veut dire que Oh mon ça Dieu. peut arriver genre n'importe quand ou sur des occasions spécifiques? Ça peut arriver n'importe quand. Voilà. Donc, Donc vraiment genre... par exemple, je vais invoquer la magie là une seconde. Et je vais faire en sorte. Et qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu, Ketra, est-ce toi? Est-ce que tu nous entends? Allô? Ketra a été transformée en une poule jaune fantastique. Voilà. Écris sur l'ardoise. Écris, Ketra. Écris, tiens. Ouais, c'est pas ouf, hein. Je pense qu'ils auraient pu mettre la chanson des Chocobos, ça aurait été un peu plus classe quand même. Mais bon, on voit que ça les fait bien marrer au début, mais je trouve qu'après, la blague, elle va pas tenir sur le long de l'épisode. J'ai l'impression que même eux, au bout d'un moment, je sais pas, j'ai eu l'impression que même eux, ils se rendent compte que c'est pas si drôle à la fin. Mais bon, sorti de ça, je pense qu'ils ont bien fait de vouloir que Lydia soit là. Parce que quand on sait, c'est un spoiler sur le très long terme, mais quand on sait ce qui va se passer la prochaine fois qu'un des personnages ne sera pas là pour pouvoir jouer, c'était quand même mieux qu'elle soit là, quoi. Oh, le psycho-quack, parce qu'il y a une peluche de psycho-quack à la place de Lydia quand elle doit partir. Cette musique, c'est une musique de l'enfer. Ah, purée, elle me fait froid dans le dos. Bon, ils ont fait de leur mieux avec la situation, hein. Mais bon, là où je te rejoins pas, Erkep, c'est que je trouve qu'ils auraient mieux fait qu'elle soit... Enfin, elle peut être là pour avoir une sorte de contrôle, mais qu'elle soit pas dans la scène, quoi. Parce qu'ils vont la malmener en plus pendant tout l'épisode. Ça arrive, tu vois, d'être absent. Je trouve que c'est pas si grave. Et là, c'était juste compliqué. Tout était compliqué. J'aurais limite préféré qu'ils inventent qu'elle cuve son vin sur la plage ou je sais pas quoi. Mais cette histoire de poule... Ah, purée. Enfin, c'est l'enfer. J'ai pas aimé, voilà, je crois que vous avez compris. Elle aurait pu ne pas être là, mais je suis content qu'ils aient pas fait jouer quelqu'un à sa place. Ouais. C'est surtout ça. Ouais, ben carrément. Carrément, je suis d'accord avec toi. Le problème, c'est que si effectivement son perso, il avait été mis de côté de façon safe, comme normalement on le fait sur les tables, c'est juste la base du contrat social en JDR, ok. Mais franchement, à la vue de ce qui va se passer, personnellement, je suis soulagée que Lydia soit restée là et qu'elle contrôle ses entrées et ses sorties. On va voir pourquoi. Et personnellement, je suis effarée de la possibilité que quelqu'un d'autre, on a vu la catastrophe Clodo-P, spoiler, franchement, elle va jouer son perso et ça aurait pu être terrible, quoi. La table, elle aurait pu décréter d'en faire une PNJ corvéable à merci. Je suis sympa, dans une ambiance, vous l'avez souligné, ultra cringe et ultra nauséabonde. Et je vais faire un petit disclaimer, un petit peu HS, mais pas tant que ça. Je vous en conjure, les gens, ne faites jamais ça sur vos tables. Pitié, quoi. Et donc, spoiler, le point lore du jour sera bien sûr sur la personnage principale de cet épisode, qui est Trada Chanul. Eh bien, félicitations, vous m'avez fait changer d'avis. Oui, connaissant les autres troublions, c'est pas plus mal qu'elle était présente. Nicolas demande ensuite de l'aider concernant sa main maudite. Ska lui explique que c'est la marque du dieu ennemi, et on apprend que Sang-Froid Fillon les suivait à cause de ça. Brutalement, ça m'a fait penser à la marque noire dans Pirates des Caraïbes. On est trop bien là sur une île de pirates avec une malédiction sur la main. Elle propose ensuite à Nicolas de le libérer de sa malédiction en utilisant un art magique appelé Maranga. Ça permet de couper sa main et de la remplacer avec une autre. Le seul effet secondaire de la main greffée peut parfois se rappeler de son ancien propriétaire, mais rien de grave.
Et là, j'ai des visions de la main qui tue. Attention, les références honteuses. C'est l'histoire d'un mec qui perd le contrôle de sa main. Et en fait, elle fait ce qu'elle veut. Et le seul moyen qu'il trouve pour pas qu'elle fasse de bêtises, c'est de l'occuper tout le temps. Et ensuite, il la coupe et elle s'enfuit toute seule. Et j'ai grave honte, mais en même temps, je regardais ce genre de truc au collège, c'est inscrit dans mon imaginaire, quoi, et je peux pas ne pas y penser. C'est vrai. Et il y a aussi, moi j'ai plus la ref Evil Dead, où à un moment il perd le contrôle de sa main. Je crois qu'il la coupe aussi, mais il la remplace par une tronçonneuse, c'est un autre délire. Et pour en revenir à la Maranga, je trouve ça fou parce que dans les dernières saisons où Lydia joue Evie, elle apprend cette pratique qui est complètement interdite, qui est complètement mal vue. Et déjà, on n'a pas du tout ce contexte-là avec la sorcière là. Mais on voit que c'est pas du tout un concept qui est nouveau dans l'univers de Game of Thrones. Mais personnellement, j'en avais aucun souvenir. Ça me fait trop rire. Pardon, excuse-moi, Emel. Mais c'est parce que j'ai hésité à écrire exactement la même chose et voilà. C'est vrai, moi, la Maranga, j'avais complètement zappé qu'on en avait même entendu parler mais c'est fou. avant la saison. Là. Bah oui, vous regardez pas l'épisode. Oui, c'est ça. En vrai, ça joue. Bien joué, Emel, c'est vrai, c'est aussi simple que ça. C'est exactement ça. Ouais, c'est un gameplay, à défaut d'être cool, faut pas non plus exagérer, il est ultra intéressant pour jouer des persos un peu gris. On va apprendre dans la saison 6 du Tribunal des Dragons que le schisme entre les mages d'Aria et les futurs alchimistes de Kniga tenait essentiellement sur l'éthique et l'utilisation de la Maranga. Les sorcières mages, elles furent chassées, elles se réfugièrent dans le Coest et un petit peu partout dans le monde, dont Ska sur l'île des Pirates. Et les mages sorciers, eux, partirent s'installer sur les côtes des Terres Dorées, au midi du tropique des Spectres, au-delà de la banquise qui isole Kniga la plus grande partie de l'année. L'Académie d'alchimie va développer à son tour la noble magie des potions. Et du coup, les pratiquants de cet art un peu beaucoup sombre, ils vont être exilés sur le continent de Chaos, donc loin au Levant, pour y continuer leurs expériences monstrueuses, mais pleines de potentiel, l'argent avant tout, loin du regard policé des institutions knigiennes. Et là, c'est le gore que l'on aime, toujours dans toute sa subtilité et dans une réflexion réelle des problèmes actuels. Et dommage que ça soit pas tout le temps le cas dans cet épisode. Pendant ce temps, Atlan continue sur la piste de la sorcière qui repousse la mort. Et dites-moi, quel âge avez-vous ? J'ai, je vous le dis, 95 ans. Mais elle ne les fait pas trop. Non, vous les faites pas. Hein. Parce qu'elle n'a pas 90 ans. Vous repoussez les limites de la mort. Nous, les sorcières, nous vivons longtemps. Oh, la subtilité. Dis donc. Est-ce que par hasard Alors, Ska leur révèle ensuite que la bête avec plusieurs yeux qu'ils ont aperçus dans les marais s'appelle Endoro. Il serait le maître des lieux qui tuerait toute personne qui voudrait s'attaquer à l'île. Bizarrement, un peu comme avec le serment Fleuve des Morts. Personnellement, je ne sais, même après avoir lu le livre, je ne sais toujours pas si ça a vraiment de l'importance, ce serment. Ils vont le prendre vachement au sérieux. Et ça va donner lieu à des discussions à rallonge après. Mais alors, si on fait ça, mais on va réveiller le monstre, mais machin, les trucs, alors que ça tombe, c'est juste un lézard dans l'eau, mais pour eux, c'est du sérieux. Mais c'est toi, Emel, qui me l'avais fait réaliser dans un épisode précédent de Hola mon brave. Je ne sais plus quand tu l'avais mentionné. En fait, j'avais vraiment jamais fait le lien avant que tu le dises. C'est très intéressant de voir à quel point ce groupe est superstitieux. Ils ne remettent rien en question par rapport à l'univers et aux croyances. Pour eux, toute croyance est réalité. Et c'est fou combien la menace Enduro va les paralyser. Ça va les faire tourner en rond. Ça va carrément niquer l'intrigue de l'île, qui pourtant elle est très maligne, très bien écrite. Mais à mes yeux, ça en fait le pire arc narratif de la campagne, cette histoire d'allumer pour brûler l'île. Et c'est en partie à cause de leur superstition. Je trouve ça fou. Ouais, c'est dommage, on en avait effectivement parlé dans le dernier épisode. Après plusieurs moments à embêter Keitra, ils décident de demander un remède à Ska qui leur explique que pour lever sa malédiction, elle devra trouver un oiseau, rester avec pendant 2 jours
et ce, afin de débuter une relation amicale forte. Un truc qui m'a quand même fait rigoler, ce sont les allusions un peu déplacées des autres sur la supposée relation avec l'oiseau nécessaire pour lever la malédiction. Alors Atlan qui dit oui, bon, le reste, ça reste entre l'oiseau et toi. Et le gimmick, de toute façon, moi, les gimmicks à thématique esprit mal placé, c'est 100% ma cam. Et là, ils y vont bon train, donc j'ai quand même trouvé ça sympa. Bon, en vrai, je trouve la mécanique plutôt intéressante. Les sols volatiles domestiques, a priori, ils vont se trouver dans le temple, le fameux temple dédié aux oiseaux. Peut-être un lien un jour avec le continent du Phénix, on aimerait bien. Et le temple qui sert de QG au Corbeau Noir. Et normalement, ça leur donne une raison de plus pour aller sauver Nina et trouver le Cella, le fameux Cella. Malheureusement, vu que Fibre, à l'époque, s'entêtait toujours à faire des jets de lecture sur des indices évidents, Clodomir, qui a bien du mal à déchiffrer quoi que ce soit sur cette île, il va rater tous ses jets. Les créances, ils vont tergiverser longtemps avant d'aller à ce point essentiel de l'île, le nœud de toutes les quêtes. Et à noter que notre MJ préféré changera son fusil d'épaule par la suite et utilisera la fameuse technique des réussites partielles pour que les indices que les joueuses n'arrivent pas à déchiffrer soient en partie lisibles, et le reste, ça sera justement un petit gameplay pour que toute la table essaye de boucher les trous. Et je trouve que ça fera plus tard des scènes assez cool de résolution dans les 2 prochaines campagnes. Ils décident ensuite d'aller aux cuisines de la taverne pour reprendre la recette de Keitra, qui leur explique tant bien que mal à l'aide de son ardoise comment faire sa marinade avec les ingrédients qu'elle avait récupérés. En arrivant en cuisine, le maître des lieux refuse qu'il rentre. Atlan trouve une solution grâce à son bagou extraordinaire. Personne dans mes cuisines. Attendez. On a un mandat de quel équipage, vous? Alors, nous venons de l'équipage de Kaina. Alors déjà, ça nous laisse quand même quelques passes droits. Et puis, laissez-moi quand même vous dire que je suis, en ma personne, prêtre du pain, envoyé par l'équipage afin de bénir l'intégralité des miches de cet établissement, chose qui n'a pas été faite depuis bien longtemps, laissez-moi vous le dire. Vous avez raison, j'ai extrêmement beaucoup de respect pour le bateau de pain. Mes cuisines vous sont ouvertes. Rentrez. Je savais qu'un jour ton talent pour la croûte nous servirait. Je bénis des miches. Alors vous rentrez dans la cuisine, il y a... Ouais, je suis d'accord, ça c'était trop bien. C'était vraiment naturel, bon enfant, et juste, c'était trop agréable, quoi. Ah mais là, oui, moi je signe, hein. Ça je veux bien, je rigole volontiers, vive les miches. Mais en vrai, dès qu'Atlan ouvre la bouche, moi je suis vraiment comme une enfant. L'autre extrait que t'as passé avec avec son oh là là, enfin tu sais, il a ce petit ton, un peu à la Stanislas comme ça. Private joke, désolé. Mais je savais pas qu'un jour ton talent pour la croûte nous servirait. Je savais, qu'un jour ton talent pour la croûte nous servirait de Nicolas. Ah, c'est trop bien. Ça m'a beaucoup fait rire. Nicolas et Keitra réalisent alors la recette avec un superbe bonus donné par la louche d'or de Keitra. Pendant ce temps-là, Clodomir retourne voir Urshanabi pour savoir si Ska est la personne qu'il recherche. Et il lui répond que il sait pas et qu'il devrait peut-être discuter avec les gens pour enquêter, je sais pas. C'est affreux parce que ils vont pas arrêter de retourner voir Urshanabi sans avoir enquêté ou être allés plus loin que ça. Et ils sont vraiment à ça, quoi. Ils ont la réponse, juste ils avancent pas et c'est frustrant. En vrai, je crois que j'ai été frustrée beaucoup pendant l'épisode en fait, j'imagine de le revoir, ça doit être pire. Alors, on en avait déjà parlé, mais je trouve que de toute façon, cette quête, elle est vraiment pas ouf. Même dans le JDR, après, une fois qu'on l'a eu en papier, c'est pas clair. Mémoire dans la description, ils disent un truc genre « Si vos PJ ont évité la mort à quelqu'un qui aurait dû mourir, dans la taverne se trouve Urshanabi, etc. » Enfin, je trouve que là, ça marche parce qu'il y a eu toute l'histoire de Moussa avant et tout ça, mais... Je suis vraiment pas sûr que c'était bien utile de garder cette quête là pour la suite. Attends. Alors ça. J'ai raté mon minimum. Ça ne sera pas coupé. Non.
Et je vous dis... Non, au secours. Ça ne sera pas coupé. Et je dis... Je tiens à préciser à tout le monde que sur le conducteur, c'était... bruit de ronflement. C'est moi qui suis cringe maintenant. Aïe, 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 aïe. Enfin, là, c'était plutôt bruit de gros molars. Le décès. Coup dur, comme dirait quelqu'un. Bon bah, voilà. Bruit de ronflement, lol. À vous, les studios. Et donc, ce truc avec Urshanabi, bah, ça déclenche chez Atlan un éclair de génie, ou presque. Et il se penche enfin sur le cas de la mystérieuse personne qui brille. Moi, je re-regarde Monsieur qui brille. Oui. Et je me dis, toi, t'es peut-être un Tulsa. Peut-être. C'est quoi déjà un Tu dis ça, tu le dis à lui? Ah non, je me le dis à moi et je le dis à eux. Je le dis, méfiez-vous de cet homme. Alors quoi déjà un Tulsa? C'est un envoyé, enfin c'est un guerrier, un envoyé du dieu. Exilé, interdit. Du dieu, c'est du dieu exilé? Non, c'est pas du dieu exilé. Attends, Moi, je je ne dis regarde. rien. Je regarde. C'est probablement. Qui sort le. Ouais. C'est probablement de la même race de la saloperie qui vous a filé entre les pattes dans la caverne. Qui est un shapeshifter un peu là. Peut-être, ça je sais pas ça. Le passe-muraille là. Ça je sais pas. Mais en tout cas, méfiance. Et il n'y aurait qu'une seule moyen de le buter. Enfin, il n'y aurait qu'un seul moyen de le buter, mais je vous le dis pas pour l'instant. Je le garde pour moi. Tu peux pas voir s'il n'aurait pas évité la mort plusieurs fois, lui? J'ai pas trop envie de lui parler en fait. Alors ça c'est drôle. Et facepalment à la fois, et il n'y a que Atlan qui sait faire ça. Et pour le coup, ça fonctionne. Est-ce que je suis partiale parce qu'il s'agit d'Atlan? Sûrement. Mais voilà, finalement, il a relu son lore, on dirait, et c'est déjà pas mal. Et puis franchement, s'il avait tout compris et que c'était pas le bazar, ce serait pas Atlan et ce serait pas Game of Thrones. Donc voilà, big up à la ville de Tulsa, Oklahoma, où mon frère Grégory travaille, la bise au cow-boy. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je suis d'accord avec toi. Dérive, il assume totalement qu'il ne suit pas la quête depuis le début et il ne le fera jamais. Il incarne vraiment le joueur qui vient pour faire plaisir à ses potes, mais aux F du jeu totalement. Mais Dérive, c'est aussi quelqu'un d'élégant. On l'a déjà dit, érudit. Et on peut être OSEF et avoir du style. Et Atlan, lui, il n'en manquera jamais. Et ça va donner des scènes très très drôles, même les plus drôles de Gore, toujours très cool, qui vont impliquer notre agent de Joyper avant tout. Oh là là, le Tulsa quoi. Ouais. C'est trop bien. Peut-être un Tulsa. En plus après il dit je crois que je ne dois pas le tuer. Je sais comment le faire, mais je ne vous dirai pas. Okay. Donc Keitra apporte ensuite le plat pour le corbeau noir, qui lui met la pression parce qu'elle peut pas parler. Il goûte, elle apprécie, et là, ça se passe mal. Au moment cringe numéro 243, il décide d'incorporer Keitra dans son équipage pour en faire une de ses maîtresses et sa cuisinière personnelle. Clodomir sentant que le corbeau noir est très dangereux, il essaye d'arrondir un peu les angles, alors que Keitra signifie clairement qu'elle veut pas le suivre. Et le corbeau noir demande à ce qu'elle se fasse tatouer un corbeau noir géant sur la poitrine, puis de le rejoindre cette nuit, ce qui leur laisse le temps pour préparer un plan. Alors, donc cette scène, elle ne marche vraiment pas, surtout parce que Keitra ne peut pas parler. Voilà, je pense que ça aurait été délicat quoi qu'il en soit, mais ça aurait pu donner une scène un peu marrante avec Keitra qui a du répondant et qui peut répondre à sa guise. Ici, ça amène vraiment une grosse question qui est, peut-on avoir des personnages sexistes, racistes, etc. en PNJ dans un JDR? Alors, est-ce que c'est quelque chose à faire ou à ne pas faire? Moi, je ne vais pas trancher ce soir, c'est vraiment une question trop délicate, mais ce que je peux vous dire par contre, c'est que ça ne peut fonctionner que si et seulement si le personnage, ici, dans ce cas-ci, un personnage misogyne, est clairement posé comme un antagoniste, et ce de manière claire et précise. Donc pour l'audience, il doit y avoir un petit jeu de moquons-nous tous ensemble du vilain pas beau sexiste, quoi. Il faut qu'il y ait une sorte d'union et que ce soit, qu'il y ait
pas de place au doute. C'est-à-dire, ça devient gênant à partir du moment où tu vas insuffler cette donnée-là à un PJ ou un PNJ qui est charismatique, qui va être décrit comme cool, et d'autant plus si l'aspect misogynie fait partie de ce qui le rend stylé ou fait partie d'un gimmick humoristique qui va être bien vu ou apprécié par l'audience, par le public. Alors oui, parfois c'est hyper drôle. Moi, je fais partie d'une génération qui s'est marrée au personnage notamment de Barney Stinson, qui est un des meilleurs exemples de ce type de personnage. Mais malheureusement, rire et trouver ce genre de perso cool, ça valorise ce type de comportement et ça les normalise. Alors dans une société qui, je croise les doigts, même si bon, je me voile souvent la face, qui tend à plus d'égalité, voire plus d'équité, il est vraiment conseillé en fait de diminuer ce genre de représentation. Donc le Corbeau Noir ici, c'est un gros connard sexiste, il n'y a pas de doute là-dessus, je pense que Fibre le joue d'ailleurs sous cet angle-là. Et ça aurait pu marcher, mais comme je l'ai dit, ça tombe malheureusement pile sur l'épisode où Lydia ne peut pas s'exprimer. Et du coup, ça rend le tout hyper délicat. Une scène malaisante avec en plus Daz, qui n'aide rien à la situation. Voilà, à mes yeux, c'est une grosse faute de goût, cette séquence. Mais ça arrive et c'est pas grave, il faut juste en discuter comme on le fait maintenant. Ouais, je vais rajouter évidemment une couche. Hein. Tu l'as bien noté. Je parlais de Ska, donc qui est montrée comme une vieille femme repoussante, vraiment l'archétype, le cliché éculé de la vieille femme, la vieille sorcière qui donne juste envie de gerber. Et là, on a à côté un gros connard sexiste qui, comme tu le dis, est montré grand, fort, charismatique, cool. Donc déjà, très gros problème. Et puis, ce passage, c'est un ratage total. Ouais, on peut jouer un perso problématique. C'est pas évident, mais c'est faisable. Comme tu le dis, Anna June, du moment où nos PJ, ils peuvent réagir. Et on le voit à la table, les gars, ils sont aussi tellement mal à l'aise qu'ils vont tenter d'arrondir les angles. Mais en vrai, moi, j'aurais aimé que le Corbeau Noir mette sa menace de couper le doigt de Keitra à exécution. Et là, Keitra, elle aurait pu taper dans le tas et l'équipe, elle aurait suivi avec potion et magie. Ça aurait pu, bien sûr, aboutir à un TPK, un total party kill, mais au moins, ça aurait fait avancer le propos. Et le résultat, finalement, sur le Corbeau Noir, ça n'aurait pas changé grand-chose. Autre problème, le MJ, ici, semble attrister que la table, en particulier les gars, tendent vers le meurtre du Corbeau Noir, et on verra effectivement qu'indirectement, c'est Nicolas qui va le tuer. À quel moment peut-on s'attendre à ce qu'une table ait le moindre dilemme moral face à une pareille raclure de bidet dans ces circonstances ? Enfin, dernier problème, la vision des femmes pirates. On comprend que Kaina, c'est confirmé d'ailleurs dans JDR Papier, a bénéficié de la fameuse promotion canapé. Super. Pour une ancienne esclave, elle semble prendre cette situation comme une magnifique ascension sociale. Au secours, le syndrome de Stockholm. Je parlais de Tortuga Wish. Franchement, j'ai été trop sympa. Même Pirates des Caraïbes a une représentation un peu plus moderne qu'Esperanda. Keitra propose de l'empoisonner et demande à Nicolas de trouver une solution. Il pense à la Vitania pour le rendre KO. Après la compétence, se faire passer pour quelqu'un d'autre, interprété de façon très très libre par Atlan, Monsieur de Rive. Là, c'est Nicolas qui imagine des effets autres d'une potion. Ah non, elle rend pas KO. Elle réanime quelqu'un pour le remettre non pas sur pied, mais le remettre à une conscience minimum. Mais bon, on va se dire que les bonnes idées, elles viendront par la suite. Spoiler, non. C'est hyper drôle parce qu'il en est persuadé et il essaye un petit peu de brain fibre aussi. C'est marrant. Je pense qu'il en est vraiment persuadé. Et puis le pire, c'est qu'il le répète tout le temps. Et je pense que c'est pas le seul épisode où il va dire ça. Hein. Il le répète tout le temps. Il est persuadé que c'est ça. Mais c'est comme Clodomir avec son bout de carte qui est... Autant Clodomir, tu sens vraiment que lui, il est en mode bullshit. Enfin, pas bullshitage, peut-être qu'il le croit vraiment, mais il a juste noté bout de carte. Autant, moi, je comprends trop... Il a marqué carte mystérieuse, donc il est genre... voilà, mystérieux. C'est ça. Par contre, je comprends tellement qu'en partie de JDR, tu puisses noter Vitania égale, je sais pas moi, tomber dans le coma. Enfin, tu vois, tu le notes une fois...
et tu le notes mal. Et après, comme c'est dans tes notes, t'es sûr de toi. Enfin, c'est normal, c'est une réaction humaine, mais ça donne une situation un peu comique. En parallèle, il repère les mains immenses du corbeau noir qui l'intéressent pour la maranga. Commence alors une des séquences horribles de cet épisode, des discussions interminables sur quoi faire. Alors j'ai regardé, c'est 18 minutes. C'est 18 minutes ressenties 2 heures, clairement. Donc en gros, en résumé, ça doit être faire genre, on doit allumer un feu sur l'île. Oui, mais on va mourir si on fait ça. Ouais, mais l'île va morfler. Andorro va tuer l'armée. Tout le monde va mourir. Putain. Ah non, mais c'est Flavitos. C'est le meilleur. Ensuite, Keitra propose de demander conseil à Kaina pour trouver les faiblesses du corbeau noir, ce qui n'est pas une mauvaise idée. Et Clodomir en trouve une d'ailleurs, et je cite, c'est a priori un sale con. C'est plutôt bien ça. Oui. Bravo Daz. Et merci Daz pour cette punchline, on t'adore. Et donc ensuite, il continue, c'est bon, faut aller voir Kaina. Oui, mais non, elle a porté allégeance au corbeau noir. Bon, si on récupérait notre équipage, je pourrais me faire passer pour le corbeau noir, ça c'est Atlan. Avec sa compétence, se faire passer pour quelqu'un. Mais résumé comme ça va mourir de rire. Sinon, on s'enfuit avec Kaina assommé et on fout le feu. Non, faut que Kaina aille voir le corbeau noir. Non, on allume un feu. Igramus. Par contre, faut voler le bateau. Keitra, t'en penses quoi? C'est nul. Comment ça, c'est nul? Potion de sommeil? Vitania alors. Non, Igramus. Je peux me faire passer pour le corbeau noir. Potion hallucinogène. Sinon, on séquestre le corbeau noir chez lui. On le met KO, on l'attache, je prends sa place. Ça s'arrête jamais. Putain. Ah, le Ingramus. Ah, c'est si drôle. En tout cas, moi, ça me fait trop rire et ça me fait tellement plaisir que quelqu'un me comprenne enfin. Ces passages des plans à rallonge quand on fait un résumé, c'est une purge. Je suis si content de t'avoir laissé ça. Moi, j'ai sauté ces 20 minutes. Et encore mieux, je n'ai sauté que 10 minutes parce que j'ai écouté l'épisode en x2. C'était dynamique. Tout se passait comme sur des roulettes. C'était vraiment un pur bonheur. Oh là ça me fait vraiment plaisir. Petit bonus de cette situation avec Lydia, c'est quand même la tête ultra affligée de cette pauvre joueuse en PLS face aux plans les plus éclatés du monde. Ça, j'avoue que ça valait vraiment son pesant d'or. Et si je dois être sincère avec moi-même, la seule fake traduction de Daz qui est vraiment très drôle, c'est à ce moment-là, quand elle écrit « c'est nul » et elle souligne le nul et qui traduit en disant « elle dit que c'est parfait ». Voilà, ça c'est drôle. Et Nicolas qui dit j'y crois vraiment extrêmement bof ». Je trouve ça génial. Je l'ai dit, je vais rester sur mes positions. Ces passages, ce sont des moments très importants de JDR. Le problème, c'est que sans Keitra, l'équipe, vous l'avez dit, elle est à la ramasse totale. Et il y a zéro bonne idée. Ça n'arrive jamais à aller au-delà de l'étape numéro 1. La faute à un lore inconnu, à une carence de connaissance des inventaires, à une carence aussi de qu'est-ce que ma capacité spéciale est capable de faire. À l'époque, Fibre demandait à ce que l'équipe ne revisionne pas la session. Je pense que c'est dommage. Les actual play, ils sont apparus justement à l'origine car les MJ enregistraient les parties pour que les joueuses puissent se retrouver un peu et notamment pour les absents. Keitra dit ensuite qu'il faut faire croire à un accident et que Clodomir utilise sa magie. Alors là, il y a une mini-intervention de Daz où il dit vouloir créer un équipage de femmes. Il est là, wow, on va faire un équipage, ça va être des Amazones et tout. Et je sais pas pourquoi, ça me cringe hyper fort. Mais vraiment, là, pour le coup, je saurais pas mettre le doigt dessus sur ce qui me cringe. Et lui-même, au moment où il le dit, il réalise qu'il y a un blanc et une sorte de malaise. Et voilà, c'est une intervention que je trouve un peu étrange et je sais pas trop d'où elle sort. Au moment où il parle, on voit à son expression qu'il a compris qu'il a vraiment dit de la merde, mais je pense que ça va vraiment avec le package de ce moment cringe où effectivement l'interprétation du corbeau noir, ça peut arriver à tout bon NJ, c'est mais bien là, après, c'est bien après. Mais ça reste, c'est beaucoup trop prégnant et cette sensation malaisante, voilà, la peut-être ligne, qu'il a voulu contrebalancer, je pense, je pense, et malheureusement, Il quitte enfin
enfin le quartier général et se dirige vers la place principale. Et il croise 2 pirates de l'équipage de Mardonios qui sont en train de tirer par les bras une noble appelée Alban, originaire d'Alta Bianca. Alors, ils l'ont acheté 10 pièces d'or pour abuser d'elle, clairement. Et nos héros décident de la libérer en négociant son rachat et en leur jetant une bourse remplie d'argent. Je me dis, mis en image, je veux dire tout ça, l'ensemble, dans un film ou une série, ce serait vraiment ultra noir. Ce serait vraiment ardu de présenter ça. Et le passage sur l'île, il est vraiment sombre et plutôt pesant. Et je trouve ça dommage que ce soit pas mis en valeur. Il y a vraiment un changement d'ambiance dans cet épisode. Mais à ce moment, comme l'équipe elle est un peu bancale et dissipée, on peut pas vraiment en prendre la mesure. Et je trouve que, en fait, ça aurait été complètement différent si ça avait été joué comme le Dark Aria, en fait. C'est ça. Il y avait une super idée de la part de Fibre, je pense. On dirait que Fibre avait à cœur de montrer que si la piraterie, en effet, ça fait rêver dans l'imaginaire, dans la littérature, enfin, dans tout ce qu'on nous offre, et je pense que One Piece y est pour beaucoup, dans cette idée un petit peu fantasmée de la piraterie. En réalité, c'est très très sale, c'est très obscur. Les pirates, ce sont des voleurs, ce sont des tueurs, ce sont des abuseurs. Et on a tendance à se rattacher au côté plutôt liberté et aventure. Mais ce sont des hors-la-loi sans morale à la base. Et je pense qu'il avait vraiment cette volonté d'avoir un arc un peu plus noir sur cette île de pirates. Mais comme tout le reste est chaotique, on a du mal à comprendre cet angle de la part de Fibre. Et de nouveau, oh là là, j'ai dit tellement de fois le mot malaisant, mais c'est un peu malaisant du coup. Il y a cet entre-deux, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Ouais, que ce soit Kaena ou même, je me permets, Seiden, vu que c'est toi qui l'avais joué, c'est Ladon, j'ai vraiment beaucoup de mal, on l'a déjà dit, sur l'écriture de ces femmes pirates. Seiden, au moins, elle va avoir son émancipation, en tout cas la façon dont toi tu l'as joué, j'ai trouvé super intéressant. Mais voilà, c'est un personnage joueuse que tu as pu t'approprier, contrairement à Kaena. Alors, petit bémol quand même, cependant, Kaena, c'était censé être le perso de remplacement de Keitra si Lydia perdait son personnage, soit Esperanza, soit plus tard. Le personnage d'Alban, c'est censé être le personnage possible de remplacement pour Atlan, et Nina, celui de Niklas. Donc on aurait pu avoir une majorité de personnages joueuses, ça c'est cool, il faut le dire. Et les persos de remplacement possibles pour Clodomir sont à Akaba, et pour le coup, ce sont aussi des femmes. Keitra essaye de les assommer, mais rate son jet de 1 point. Ils dégainent leurs lames. Atlan décide de les intimider et réussit 2 jets magnifiques coup sur coup. Alban est libérée et leur explique son histoire. Elle fait partie de la famille Vasari, extrêmement riche, et doit se marier avec Bernard Treherne, mais lors d'un voyage en bateau, elle a été capturée par Kaena, puis vendue une fois arrivée sur Esperanza. D'ailleurs, moi, c'est un truc que j'avais complètement zappé sur le perso de Kaena. Parce qu'on aurait pu penser que, étant la sœur de Keitra, et ancienne esclave, elle aussi, si je me trompe pas, elle aurait eu plus de scrupules à enlever des gens pour les vendre, et à des pirates surtout, et en sachant très bien ce qu'ils allaient subir. Mais je sais pas, elle a pleinement embrassé sa nouvelle vie, mais je sais pas, à la réécoute, ça m'a fait bizarre. Ah, mais justement, ouais, c'est ça que je disais plus tôt. Alors, maybe son serment sur le fleuve des morts a été bien formulé de manière que, et l'empêche de faire plein de trucs, parce que sinon il n'y a pas d'explication à ce qu'elle agisse comme ça. Je trouve que c'est pas très cohérent par rapport à son background, et oui, tout ce que tu dis, Arkhep, c'est pas logique. Ouais, c'est le fameux TGCLFM. Ta gueule, c'est le fleuve des morts. Pas mal celui-là. Il se dirige ensuite vers le phare.
Alors ça s'appelle le phare, mais c'est une construction ancienne et j'aimerais rajouter, enfin du moins Clodomir rajouterait, de sa petite voix fluette d'apprenti magicien, c'est fort étrange. Des noms de pierres plus anciens que tous les royaumes sont gravés sur les murs à moitié écroulés. Il subsiste une grande tour de pierre, je dis bien de pierre pour bien vous dire que ça ne brûle pas, à la géométrie bizarre, dans laquelle le Corbeau Noir aurait élu un domicile somptueux, puisque vous voyez des grandes tentures opulentes. Les tentures, ça brûle. Il y a des écritures très anciennes sur le côté du phare, qu'il y a 2 hommes armés qui ont des tenues de Touareg, qui semblent être des gens d'Aqaba, et qui ont des cimeterres aux côtés, et qui ont les yeux grands ouverts dans la nuit. Keitra se transforme en poule pendant que Clodomir essaie de lire les écritures anciennes, mais tout ce qu'il réussit à lire, c'est qu'il est noté celle-là. Ça m'a un peu trigger parce que, alors c'est mon, je sais pas, c'est un petit peu auto-centré, mais moi j'entendais tout le temps c'est là, genre comme mon pseudo quoi, c'est un diminutif qui est utilisé. Et puis après j'avais des tombes derrière et tout, et au final je crois que, je suis désolée hein, mais j'ai jamais vraiment compris ce que ça voulait dire. Du coup c'est quoi c'est là? Voilà l'utilité de RCAP quand il ne fait pas le résumé. Je vais faire un point Wikipédia, n'est-ce pas? Donc, la celle-là, j'étais jamais allé voir, je ne savais même pas que c'était un truc qui existait vraiment, mais c'est la partie close du temple étrusque. Alors, des mots intelligents, bravo. Puis du temple romain, intéressant comme nom. Donc, elle est généralement de forme rectangulaire et parfois ronde. Elle s'ouvre sur l'avant du temple par une porte à 2 battants et abrite généralement la statue de la divinité à laquelle le temple est consacré. Mais dans Game of Roll, en fait, c'est des tombes qui ont été préparées pour servir de dernière demeure au roi des rois. Il est censé y en avoir 3 dans Aria. Et en principe, ça devrait leur dire quelque chose, car ils en ont déjà vu une à Alta Bianca. Tu piques les points alors de Maître Likao, c'est quoi ce scandale? Non, c'est un point Wikipédia. Ah oui, c'est vrai. C'est point Wikipédia plus gore, pardon. Clodomir réussit ensuite un jet magnifique de perception qui lui permet de remarquer un 3e gardien en haut de la tour, mais qui dort. On voit également une petite entrée à 2,50 m en hauteur sur le côté de la tour. Après 5 minutes de discussion, d'élaboration ratée d'un plan et de Clodomir qui propose de tout brûler, comme d'habitude, il décide de monter sur les épaules d'Atlan pour grimper par l'ouverture. Bon, déjà, donc, je fais la courte échelle, là. Enfin, je monte sur les épaules. Je te fais la courte échelle. Sur les épaules de 75. Et 97. 97. Alors, Clodomir est sur les épaules de Atlan. Et malheureusement, il tombe en arrière, et derrière, il y a une falaise. Donc tu tombes dans le vide. Quoi? Eh oui, il y a une falaise, il y a un phare au-dessus de ce mine, une falaise. Voilà. À la fin de nos aventures, 3 cadavres et un poulet, on dirait une comédie romantique. 3 cadavres et un poulet, on dirait une comédie romantique. 3 cadavres et un poulet. Oh Dieu. Il décide alors d'utiliser la magie pour se sauver et tire une reine de carreau pour créer une colonne d'eau qui le dépose sur le toit, puis il rentre par l'ouverture de la tour qui a pour effet de noyer tout le monde à l'intérieur. Je précise qu'avant ils étaient en mode ah mais je crois qu'il y a des filles aussi avec les corbeaux noirs et puis faudrait pas les tuer. Au final ils tuent tout le monde quoi, comme d'habitude. C'est vrai, mais ce move est quand même assez classe. Très cinématique, j'imagine bien le mage porté par la vague qui remonte la falaise, tel un Aquaman. Un peu plus chétif que Jason Momoa, Clodomir, parce que bon, on rappelle qu'on l'oublie très souvent, mais il est censé être maigre et verdâtre, je crois, un truc comme ça. Mais j'allais dire justement, quand tu l'écoutes, Fibre, il gâche le moment, je trouve, parce qu'il est en mode, il dit, Clodomir se retrouve en haut, et puis il vous fait un coucou, il fait « Salut les amis !» Il fait un petit truc comme ça avec une petite voix. Il nique le côté classe. Ouais. Il casse tellement le truc qui est genre ultra badass, on va dire. Puis là, c'est coucou les amis. Oui, parce que enfin un move stylé. Hein. Et là, tu vois, il utilise bien sa carte, quoi. C'est pas gâché comme avec son froid. Et vraiment, il y a rien à faire quand la magie d'Aria elle est utilisée comme ça. Bah, c'est vraiment très cool. C'est
En fait, je pense que c'est un des aspects qui m'a le plus séduit dans Aria dès le début, c'est la magie des cartes. Et on a eu pas mal de débats sur comment elle se matérialise et tout, est-ce que c'est vraiment des cartes, etc. Mais le principe est vraiment super. Et là vraiment, c'est l'incarnation de ce qui peut être cool de faire avec cette magie. À part tuer des gens, mais ça je ne valide pas. Mais la colonne d'eau, c'est stylé. Donc à la suite de ça, il rentre dans la tour. Il découvre le corbeau noir agonisant avec les poumons pleins d'eau, ainsi que donc 2 femmes mortes avec lui. Ça m'a fait un peu mauvaise impression. Genre, les seules personnes à mourir sont innocentes, et enfin, en tout cas dans l'affaire. Et le corbeau noir, s'il a un peu bu la tasse, pourrait encore très bien s'en sortir, et ça m'a un peu déçue. Ah, je te rejoins, Céladon. Les filles, elles ont rien demandé, elles sont tuées parce que, alors que le scénario aurait parfaitement pu s'en dispenser. Et le corbeau noir, comme tu le dis, il est sauf pour mettre le fameux dilemme, excusez-moi ici, de merde, c'est nul, bout. Je peux être d'accord avec vous, mais c'est quand même un trope super connu et toujours utilisé dans n'importe quel film ou n'importe quel jeu vidéo. Le boss de fin, même si c'est un homme normal, il est toujours plus fort que les autres. Il n'y a qu'à voir à peu près toutes les œuvres du monde. Attention, une ref qui n'a rien à voir, mais John Wick, il bute tout le monde d'une balle dans la tête et d'une balle d'abord dans le genou et ensuite dans la tête. Et il y a un boss de fin qui est pas plus résistant que les autres, et lui, il met une demi-heure à le tabasser, on ne sait pas pourquoi. Et je sais pas, moi... Non, mais c'est pas le problème que le corbeau noir reste sauf. Franchement, c'est pas un souci, why not? En plus, le gars, pour le coup, on peut pas lui enlever sa résistance. Il est vraiment décrit comme ça, comme étant hyper costaud, endurant. C'est juste que est-ce qu'il y avait vraiment besoin de mettre des innocents et des innocentes à crever à côté? Pour le coup, depuis épisode 1, saison 1, Fibre, il essaye tant bien que mal de mettre Clodomir face à ses actions et à lui faire réaliser qu'il tue des gens, des personnes. Et ça va, de plus en plus, il va insister sur le fait que c'est des innocents que tu as tués. Quand il tue les esclaves dans le bateau de Mardonius aussi, il insiste là-dessus. Là, je pense que c'est juste une volonté de Fibre de mettre Clodomir le nez dans son caca et de lui dire, voilà, ton action a encore tué des innocents, mais ça continue à ne absolument rien faire à Daz. J'avais jamais pensé... Enfin, j'ai jamais pensé ça comme ça, mais... Genre, ok, ça je comprends. C'est des trucs auxquels, je sais pas, j'ai peur de mal le dire, mais genre auxquels j'ai moins accès en tant que spectatrice, parce que du coup j'observe moins, disons, leurs actions entre eux que ce qui se passe dans l'histoire. Mmh. Ah ouais, clairement. Mais d'un point de vue des spectateurs, t'es là, oh non, encore... des innocents qui ont rien fait, qui meurent et tout, pourquoi? Enfin, c'est un peu dur, mais il y a vraiment une mécanique de MJ qui est en mode, tu as promis de ne plus tuer personne, et là tu viens de faire un move qui potentiellement va tuer des gens, alors je te mets des innocentes, des femmes, pour que ça te fasse quelque chose, je l'espère, et en fait ça lui fait rien, et il est désespéré, je crois, Fibre. Moi je pense que Daz, il joue à un jeu vidéo, tu vois. Ah oui. Il s'en fout en fait, parce que l'univers n'existe pas. Et en vrai, je trouve que ça peut être aussi une manière de voir les choses, tu vois. Tu joues à un jeu de rôle, tu es dans un univers fictif où en fait, tu vas te dire, je peux faire ce que je veux. Alors après, est-ce que c'est bien, c'est pas bien, je sais pas. C'est un long débat, j'imagine. Alors ouais, c'est un long débat comme tu dis, et en plus vraiment dans Aria, moi je suis assez d'accord avec toi si tu rentres dans le mode donjon avec on bute 150 trolls et tout, mais Aria depuis le début, Fibre, c'est un truc qui lui tient hyper à cœur. Il fait des dilemmes moraux. Épisode 1, saison 1, c'est est-ce qu'on pend la personne qui a tué un tel et tout. Donc chaque vie compte aux yeux de ce MJ-là. Et c'est vrai que là, il y a vraiment une dissonance énorme entre Fibre et ses joueurs. C'est super marrant parce que c'est vrai que en fait, on te met dans un contexte, quel que soit le jeu ou même l'œuvre de fiction, en fait, où si l'auteur, il te donne pas une approche où la vie c'est important, en fait, t'en as rien à foutre. Ouais. Et je veux dire,
il y a des jeux ou même des trucs, des œuvres dans lesquelles je me dis putain, enfin, rien à foutre, quoi. Genre, alors que là, ça compte. Donc Atlan s'approche du corbeau noir et lui arrache son pendentif, qui est un morceau de la carte qu'il recherche. Wink wink, Clodomir. Nicolas décide de lui couper sa main droite et le tue par la même occasion. Alors, un peu triste de voir que Nicolas tue sans aucun état d'âme, lui aussi. Parce que, je ne sais pas si ça a été déjà mentionné, je le dis beaucoup dans mes stats, mais Nicolas est la seule personne à ce niveau-là de l'histoire à n'avoir encore tué personne et à être potentiellement, à pouvoir tenir le sceptre herméneutique. C'était le seul à être resté pur, et ça ne lui traverse même pas l'esprit que c'est la première personne qu'il tue dans cette aventure. Et c'est un peu, un peu décevant qu'il n'y a même pas cette réflexion qui lui traverse l'esprit. En plus, le pire, c'est qu'il fait une réflexion à Daz. Il lui dit « Oh, mais t'es un psychopathe !» Parce que Daz dit un truc, ou Atlan, je sais plus. Mais il dit « T'es un psychopathe !» alors que le gars, littéralement, 2 secondes avant, il vient de découper une main, comme ça. Je me suis dit « Mais il ose, quoi !» D'un côté, l'équipe, elle est plutôt vénère et pas qu'un peu envers le corbeau noir. Pour le coup, ça m'a pas étonné tant que ça. Je dis pas que c'est bien, hein. C'est juste que ça m'étonne pas par rapport à tout ce qui a été buildé avant. D'un autre côté, Nicolas, ouais, vous venez de le dire, il va être totalement dans un déni de meurtre. Et il va pas ouais, je sais pas si c'est le bon mot, mais c'est. Non, c'est cool, j'aime bien. Ouais. Et il n'en démordra pas pendant trop, je trouve, mais ça n'engage que moi, longtemps. Il va pas démordre avoir causé directement la mort de quelqu'un, et il va finir par admettre la mort indirecte. Bon, bof, mais après tout, qui suis-je pour juger, hein. Du coup, cette main coupée, Nicolas, il a l'intention de se la faire greffer à la place de sa main maudite. Et moi, ma réflexion sur ce sujet, ça a été que il allait ressembler à un crabe violoniste avec sa main plus grosse que l'autre, et j'étais juste restée sur ce fun-là pendant que vous me parlez de choses sérieuses. Et voilà, et je me suis dit que l'effet allait être terrible, sa main disproportionnée avec le tatouage câlin gratuit, enfin, voilà. Et encore, t'as pas tout vu. Spoiler. Il rentre ensuite dans un temple. Pour rentrer, il y a une seule grande pièce qui est aménagée dans un temple ancien, de grandes pierres grises sculptées de dragons et d'oiseaux. Et ces dragons et ces oiseaux vous fixent. Il y a encore par terre un tapis de la soie la plus pure. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur cette étoffe ? Un seul mot, Tamerlan. Bah c'est une insulte ça. Tamerlan le mage. C'est un mage ou une boisson ? Et tiens, fais-moi un... C'est un mage. Lance-moi encore... un mage, c'est un archimage. Lance-moi un dé à 100 faces encore. 0,5, waouh. Alors en lisant... Là tu connais les parents du tapis là. En lisant, Clodomir soulève le drap, et sous le drap, il y a une trappe en fer fermée par un code à 5 chiffres et une mention gravée. Souvenez-vous l'énigme. Je continue à être fidèle à moi-même, hein, mais dans mon fangirlage d'Atlan, mais le... Ta mère... Tamerlan. C'est une insulte, ça, non? Voilà, il me fume bien comme il faut. Et puis après, je sais plus qui c'est. Je crois que c'est Nicolas qui est nouveau perdu dans son lore. Tamerlan, c'est un mage ou une boisson? Il sort sa douche, je comprends pas. Une boisson. C'est pas l'âme qui dit ça, mais de toute façon, c'est tellement nawak cette séquence. C'est l'âme, c'est Nicolas, ouais. Ouais. Ketra réapparaît et cherche ensemble la solution à l'énigme en lisant ce qu'il y a écrit sur la trappe. Donc, il y a ailes, pattes, yeux, queue et couleur. Il trouve le code 22214 un peu par chance. Donc un dragon possède 2 ailes, 2 pattes, 2 yeux, une queue et 4 pour la couleur parce que quadricolore. Alors franchement, je sais pas, vous me direz si j'ai tort, mais je sais pas si de toute la campagne, ils ont résolu une énigme autrement qu'au pif. Pourtant. Dans la forêt de Sauvagny aussi, ils font au pif et ils y arrivent. Ah ouais, et même pour celle des roses bien plus tard, il me semble que
Oui, ouais, c'est vrai. Les gros pifs, ouais. Bah, il y a les crocodiles où Daz va faire, Clodomir va faire une masterclass. Ah, je m'en souviens même plus. Moi non plus. Quand il trouve de façon logique, on s'en souvient plus. J'ai sauté de mon siège. J'étais genre, comment ça, c'est le dragon. J'étais persuadée que c'était le corbeau, 2 ailes, 2 pattes, 2 yeux, une queue et 4 pour la couleur noire. Et c'était pas ça. Eh oui, c'est totalement ça. GG Céladon pour avoir évité le piège de la fausse piste. En vrai, c'est un temple d'oiseaux. Ouais. Donc le dragon, c'est une fausse piste qui est sur un tapis. Ah oui, d'accord, ok. Le tapis, à un moment donné, je crois que Fibre le dit en ninja, a été forcément posé bien plus tard. Après, c'est pas évident, hein, parce qu'il me semble qu'il est dit dans l'actual play que, en plus des oiseaux, il y a des dragons qui sont sculptés. On est sur une grosse fausse piste. O-T-I-L, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ah mince. Oui, c'est Alors, ça. petit coup de cœur pour Fibre qui imite le dragon chinois. il fait une petite référence à la vérité. La vérité. À la réalité. Et il fait un petit dragon chinois, il fait... Il fait des petites griffes avec ses doigts et il fait... C'est très drôle et mignon à la fois. Alors ensuite, ils descendent un escalier de pierre où pousse de la mousse phosphorescente. Alors, Clodomir, alors, c'est peut-être pas lui tout de suite, je crois que c'est Atlan, mais en tout cas, ça ira à Clodomir à un moment. Il va en récupérer, et on verra son utilisation sur Clodo, qui sera très très cool à Akaba. Je dis Clodo exprès. On peut supposer qu'il s'agit d'une mousse poussant sur un filon de l'univers, la fameuse pierre phosphorescente qu'Atlan avait mis ou pas dans son inventaire. Oui, il l'avait mis, et qui permet à la pierre cette pierre, elle permet de créer la fameuse potion luminescente de Giacomo Malatesta. Petit point lore. Et donc à cet endroit-là, il y a aussi des cages avec des corbeaux. Et donc comme Ketra a besoin d'oiseaux, et ben elle récupère un des corbeaux qui est baptisé Rabelais. Ce que tu ne dis pas dans ton intonation, c'était 14 points d'exclamation. Ouais, mais c'est parce qu'on en entend beaucoup parler après en fait de Rabelais. Mais c'est sûr qu'en étant un volatile moi-même, j'étais obligé de parler de ça. C'est ça. Tu me fais rire, être si heureux qu'on rencontre enfin Rabelais. Il m'a même envoyé un message privé. Mais c'est l'épisode où on rencontre Rabelais. Mais attends, après, il l'envoie et tout, corbeau laser et tout, là c'est trop drôle. Ouais. Tu vous en souvenais peut-être pas, mais... enfin bon. Tu fanboy sur Rabelais, c'est cool. Au bout de l'escalier, il découvre un atelier d'alchimiste où se trouve Nina, une ancienne connaissance étudiante à l'université de Kniga. Elle révèle que le corbeau noir la force à fabriquer des milliers de potions Ingramus. Eh bien, j'aime beaucoup cette scène, comme quoi Nicolas qui veut prendre les 36 potions d'Ingramus, une entre chaque doigt, je trouve ça très drôle, et ça va donner des chouettes fanarts, parce qu'ils vont décider d'emporter toutes les potions dans un baluchon. Et il y a plein de gens qui vont s'approprier cette scène avec des fanarts de baluchon et des potions qui vomissent du baluchon. Nicolas qui transporte les tonnes de potions, c'est très audiogénique à imaginer, j'aime bien cette scène. Ouais, moi aussi, j'aime beaucoup le RP de Monsieur Lame qui va couper Fibre quand celui-ci décrit la jeune femme de dos. Et pour une fois, notre alchimiste, il est totalement aware avec le fameux Nina. Et donc à ce moment-là, recommence une phase de discussion sans prise de décision. Et donc même sur le replay YouTube, il montre un interstitiel qui dit « Et là, ils discutèrent pendant 5 minutes de tout ce qu'ils allaient faire avec ces potions. » J'ai pensé à ce moment-là que le fait qu'ils fassent une coupure comme ça, c'était un peu significatif. Le fait que ce soit un peu longué, quoi. Et d'un côté, je suis un peu déçue de ne pas savoir
Et en même temps, je me sens soulagée. Parce que s'ils l'ont coupé, c'est que ça devait être dispensable, j'imagine. Mais ben non. Parce que moi, cette histoire, elle me paraissait bizarre. J'avais pas souvenir de ça qui coupait. Enfin, pour moi, il n'y avait aucune raison qu'ils coupent. Ils l'ont jamais fait avant, alors qu'il y a eu des moments bien plus longs. Et ils le referont plus jamais après. Et effectivement, ça y est pas dans la description de YouTube, mais dans la description du podcast audio. Il précise qu'il y a eu un souci technique lors de l'enregistrement et qu'ils ont perdu quelques minutes. Et pour la version YouTube, ils ont mis ce panneau, mais c'était pas volontaire. Mais après, c'est bien pour la version YouTube, je trouve. Ça a fait un effet un peu marrant. Et en préparant ma chronique, donc j'ai fait quelques recherches, et en fait, pendant ce moment-là, c'est juste Nicolas qui fait des potions, et il en crée 3. Il crée les 3 potions principales qu'il rajoute à son inventaire. Donc, dans l'atelier, il découvre une sorte de tombe avec encore une fois écrit « celle-là », mais il ne s'y attarde pas. Alors c'est con, parce que Atlan, il émet rapidement l'idée que l'autre Cella était bien à Alta Bianca. Et pour une fois qu'il dit un truc sensé, bim, Fibre le coupe, et il va pas reprendre son idée, il ira pas au bout de cette belle idée. Ouais, c'est vrai. Puis c'est vrai que c'est pas souvent. Après ça, Atlan se pose une étrange question qui va déclencher un début de suspicion du groupe envers ses intentions. Et c'est quand même important parce que j'ai l'impression que c'est quand même à partir de là que les gens commencent à se demander s'ils jouent pas un double jeu. Est-ce que le corbeau noir pouvait être considéré comme un roi? Mais il est mort. Tu veux faire quelque chose en particulier? Bah, je voudrais bien le trancher avec ma dague en fait. Bah, tu veux trancher quoi avec la dague? Je veux trancher un peu le corbeau noir. Juste, mais il est mort. En fait, mais tu fais quoi? ta dague a tranché sa main qui a entraîné la mort. Très bien. Attends. Clodomir. Parce que là, Atlan, il veut faire des trucs chelous sans rien nous dire. Ah non, mais c'est pas des trucs chelous. Il voulait reprendre sa dague, que j'avais encore sur moi, pour trancher le corps à droite à gauche du corbeau noir. Non, mais c'est bon, il est déjà mort à cause de... Voilà. Ah, tu voulais le tuer? Atlan, il va falloir que tu nous expliques 2-3 trucs. Mais non, mais je vous expliquerai plus tard. Il n'y a rien de méchant, vous inquiétez pas. Quadricolore. Donne-moi cette dague. Première quadricolore. C'est ça, veut dire quoi? Quadricolore. C'est vrai qu'entre ça et l'extrait de tout à l'heure où il voulait pas dire aux autres comment tuer un Tulsa, du coup, on comprend qu'ils aient des soupçons. Perso, même à l'époque, je me suis toujours dit qu'il était totalement perdu. De toute façon, pour ceux qui le savent, il mélange tout. Il est en train de tout mélanger parce que là, il parle du. Voilà. Là, en fait, il est en train de parler de l'arme, créer une arme pour tuer un dieu, mais je sais même pas si vraiment il sait ce qu'il fait, quoi. Enfin non, c'est sûr, il sait pas ce qu'il fait. Mais bon, c'est vrai qu'à ce moment-là, il a ce regard. Il met sa main sur son menton comme ça et je sais pas. C'est vraiment, il a vraiment une tête à ce moment-là. C'est vraiment très drôle. Alors vraiment, c'est le coup de génie de Rive. Alors tiens, ça vous étonne très fort que j'encense de Rive, mais là, c'est coup de génie parce que je crois qu'il comprend à ce moment-là qu'il pigera de toute façon jamais rien à toute cette histoire. Alors autant faire de son perso un mec, tu vois, mystérieux et tout. Qui a une quête parallèle et tout ça, et il va tellement surfer sur son incapacité à suivre son lore, et ça va instaurer un petit jeu qui va durer jusqu'à la toute fin, et tout le public va être là en mode mais est-ce que vraiment il joue double jeu et tout, alors que ça se voit comme le nez au milieu de la figure qu'il touche rien. C'est très drôle. Ça va même durer jusqu'au moment où il revient dans la campagne actuelle. Le petit papier. Petit papier. Le mystère. Donc ensuite, Keitra leur explique que de laisser le corbeau noir avec une main coupée indique que il a été attaqué et que sa mort n'est pas naturelle en fait. Ce qui a pour effet de redémarrer une discussion sur un plan à mettre en place. Et de nouveau une discussion interminable où il pense à faire des trucs mais insensés. Et j'aime beaucoup la remarque de Das qui dit « Non mais attendez là, on est comme dans un point and click, on est occupé de faire n'importe quoi !» Et il est 3h du matin, Nicolas repart voir la sorcière Ska pour utiliser la maranga. La main droite du corbeau noir est greffée à la place de sa main gauche et se libère enfin de la malédiction du dieu ennemi. Mais encore une fois, cette scène, elle mérite une cinématique, quoi. Et de nouveau, qu'est-ce que c'est bien réfléchi de la part de Nicolas. Ouais, vous voyez, sur le long terme,
d'un point de vue... Le mec, il tue le pélo le plus important de l'île et il décide de cacher les preuves littéralement sur lui, c'est-à-dire... Voilà. Comme ça, si jamais un jour ça tourne mal, il a vraiment juste la preuve physique que c'est bien lui qui a tué le corbeau noir. Dans l'épisode d'après, il dit genre je cache ma main. C'est Nicolas dans toute sa splendeur. Le move est cool. Les conséquences qu'on verra à Cabas seront parfaitement maîtrisées par Fibre. Mais ouais, à quel moment l'équipe réfléchit à ce qui va se passer par la suite? C'est du JDR, même un MJ ultra sympa, il peut pas laisser passer toutes ces erreurs accumulées. Là, c'est trop. Ça va se payer au prochain épisode. Le problème, c'est pas forcément sur le compte des PJ qui le méritent. Alors après ça, il tente d'échanger des connaissances avec Ska. Il rate son jet d'apprentissage et force Nina à enseigner à Ska comment faire des potions hallucinogènes, bien que ça soit interdit par serment de l'académie de Kniga. No comment. Ska lui enseigne alors la magie de la mort. Il suffit de prier le dieu araignée, puis de tuer un animal ou un humain. Et alors là, c'est encore pareil. Il va passer son temps pendant toute la campagne à dire « Mais moi, je connais la magie de la mort. Il suffit que je prie l'araignée. » Et puis, il sait pas ce qu'il dit. En plus, c'est quoi Oh la vache. Et puis, je cite Fibre quand il explique comment la magie de la mort fonctionne. Il dit, alors, tu pries, tu dis, j'aime la mort, etc., etc. J'aime la mort. J'aime la mort. Et ensuite, il pourra soit convoquer un fantôme, demander un conseil aux esprits, réveiller un cadavre comme un zombie, #Moussa l'a dit, une nuit entière donc pour ça, et ensuite envoyer des cauchemars ou maudire une personne façon poule. En vrai, le perso de l'âme, il devient vraiment badass. Nicolas, il est franchement cool en fait. J'ai trouvé, en fait, je sais pas pourquoi je le dis à ce moment-là, mais j'ai trouvé l'âme vraiment agréable dans ses interventions pour l'épisode. Et j'ai bien aimé ce passage avec Ska. Et j'ai apprécié les quelques phrases sur le lore aussi, la persécution des sorcières. Et alors je me souviens, je crois que c'est sûr, c'est toi, Maître Likeo, qui en a parlé, mais je sais pas si tu me l'as dit à moi ou si c'était pendant un épisode. Et c'était super intéressant, en tout cas, merci beaucoup pour ça. Et j'adorerais un petit DLC sur le thème. Il existe, ces jours de peste. Eh merci. Et j'en profite pour rajouter mon grain de sel, parce que j'avais été gentil jusque-là, et je place que je déteste la mécanique de cette magie. Voilà. Juste comme d'habitude, sans argument. Je déteste. A contrario, moi j'aime bien ce passage et cette mécanique, et bien sûr sans l'encourager, j'ai rien contre mes tables. Cependant, justement, après l'actual play Jour de peste, où Rowena, incarnée par Lydia, se contente juste de ramasser les âmes fraîches sans avoir à tuer, ou en se contentant de petits animaux, en les tuant, ou juste en ramassant des animaux morts récemment, on se rend compte que beaucoup de tables vont jouer avec ces mécaniques un petit peu plus soft. Alors c'est pas forcément très éthique, clairement pas. Ça peut aussi déclencher plusieurs trigger warnings. Faites attention en jouant. Mais j'ai eu des déclarations entre guillemets philosophiques intéressantes de la plupart de mes joueuses. Ça m'a interpellée. J'ai trouvé que c'était pas dénué de sens. Donc c'est toujours pareil. Tout n'est pas gris, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. On reste dans un monde très gris. Pendant ce temps, Clodomir et Atlan sont retournés au QG pour discuter avec Urshanabi de la personne à tuer. Atlan éveille encore les soupçons. Moi, je suis encore intrigué par Monsieur Luisant, mais je vois pas. Je vois qu'une seule chose à faire avec lui, mais je veux pas le faire. D'accord. Le tuer ? Ouais, mais. Est-ce que c'est pas lui qu'on devrait tuer ? J'en sais rien en fait. Parce que c'est quand même un mec. J'ai l'impression qu'il nous jette des grands regards, mais qu'il dit rien à Atlan. Mais est-ce que c'est pas lui qu'on doit tuer ? Bah ouais, mais pourquoi ? Enfin, si on le bute pour rien, c'est. Oh bon. Au moins, moi, je peux le buter parce que. Enfin, je pourrais le buter. Je devrais même le buter, je pense. Mais pourquoi tu veux pas Il nous dit pas tout, lui. Il nous dit pas tout. Atlan, est-ce que c'est le moment de... Ah non, mais rien du tout. Non, mais si j'en crois ma destinée, je suis censé lutter contre ce genre de créatures. Mais il y a des
y a des persos que je veux pas voir mourir, ou ça me fait, dans l'idée, ça me fait un peu chier, quoi. Là, je suis en mode do it, do it. En plus, je me souviens de lui dans notre campagne, genre le corbeau noir qui écoute le tout le pas. Et là, j'ai pas trouvé que ça se voyait trop, je l'ai pas ressenti, mais c'est un individu qui a tellement de pouvoir et je le vois. Il est comme Grima dans Le Seigneur des Anneaux ou Alfred dans Le Hobbit, c'est une petite vipère là qui te susurre des choses à l'oreille et c'est un manipulateur horrible. Et quand je vois ce genre de perso, je me sens tellement impuissante. Après les dernières discussions sur quoi faire, notamment Clodemir qui veut à tout prix cramer le bateau de Mardonios comme d'habitude, et une tentative de lecture du papier raté, donc le papier qui était dans la bouteille qu'ils avaient trouvé, ils retournent au niveau de la celle-là. Mais ils savent pas quoi faire de plus. Et on note qu'en dernier mot, Fibre les invite à réfléchir sérieusement à un plan pour la suite des événements. Et on verra que ça restera un vœu pieux, malheureusement. Et c'est la fin laborieuse de cet épisode. Et on termine évidemment sur la musique de l'enfer, de la poule horrible. Ah, je souffre. En vrai, je me rends compte que j'ai plus râlé que je le pensais. Bon, on se refait pas. Des os, pas des os. Et donc, ouais, juste pour revenir un peu par rapport à ce que je disais en début d'épisode, en gros, donc l'épisode à la base, je le déteste, mais là, finalement, en le réécoutant, il y a quand même des choses qui sont intéressantes. Avec un peu plus de recul, je trouve que ça a beau être le pire épisode au final, ça c'est sûr. Mis à part les discussions à rallonge et le côté poule ultra gênant, il y a quand même des éléments qui sont assez importants, je trouve. Alors, je trouve qu'il y a quand même des jets de dés qui sont assez incroyables. Donc, il y a des éléments qui sont essentiels aussi pour la compréhension de la suite des autres épisodes. La main de Niklas, le corbeau. Je suis encore sur le corbeau. Hein. Il y a Atlan qui a dû se faire remonter les bretelles. Clairement, je pense que parce que d'un coup, il commence à s'intéresser. Parce que avec l'épisode d'avant où il regarde le monsieur qui brille et puis il est genre oh tiens bonjour, je vais lui montrer ma dague. Et là maintenant où il se rend compte qu'il a peut-être fait une connerie, j'imagine qu'on a dû lui dire quelque chose. Je pense. Et puis dans les épisodes d'après, il commence en fait à s'intéresser un peu plus, je trouve, à son lore. Et puis c'est aussi un épisode qui, je pense, est intéressant par rapport à la perception du groupe vis-à-vis de Lydia, parce que ils se rendent tous compte que sans elle, ils sont complètement perdus, quoi. Et le dernier point positif que je dirais, c'est que je trouve qu'on est quand même dur avec Gore de manière générale, parce que c'est genre, pour moi, c'est vraiment le seul épisode qui est vraiment horrible. Finalement, il n'est pas si horrible que ça. Et en vrai, ça montre aussi la qualité de cette actual play, quoi. C'est qu'il y a un niveau de qualité qui est tellement élevé que dès que c'est un petit peu en dessous, dès qu'il y a des problèmes, on tape dessus. Mais en vrai, on les aime. Ouais, j'avoue, c'est cool. Eh bien, merci DJ Cactus pour ce merveilleux résumé. Merci encore de m'avoir déchargé de cette charge. Cette phrase est très nulle, mais c'est pas grave. On va donc maintenant passer au point lore. Et selon mes notes sérieuses, vous aviez, regardez, l'un d'entre eux, hop, c'était lui. Ah non, il est mort, pardon, excusez-moi. Il est mort. Alors, le point lore d'aujourd'hui sera sur Kétra d'Achanul, interprétée par Lydia. Et non, point de lore sur la Maranga ou les sorcières, on en a déjà parlé, on pourra peut-être en reparler sur le passage en Paymon. Ni donc de point lore sur l'île Tortuga Wish, mais aujourd'hui j'ai souhaité, en toute connaissance de cause, en toute technique d'arrosage, comme dirait ce bon Perceval, en toute lucidité, et parce que à la vue de cet épisode, et aussi un petit peu par rapport à la fin de la saison 7 de la campagne actuelle, on a bien besoin de la mettre en avant à sa réelle place. En avant car il s'agit de la personnage principale de cette session, car la grande absente, Kétra d'Achanul, donc interprétée par Lydia _ AM. Vous le savez, je n'ai pas de PJ ou de joueuse préférée à cette table, car j'interprète l'alchimie des créances à cette recette étonnante qui a pris contre toute attente, mais dont Kétra et Lydia en sont le liant indispensable. Je n'irai pas jusqu'à parler de levure chimique, allez, pourquoi pas. Kétra est née au midi du royaume d'Akaba.
un royaume situé au Ponant d'Aria, au-delà de la mer de la Morsure, dans la toute petite ville d'Achanul, bien sûr, c'est un jeu de mots, placé ce petit village au bout du grand fleuve Ousmane. Autrefois prospère, dans cette grande vallée luxuriante, la ville a dû nécessairement décliner quand le désert a remplacé les plaines herbeuses. Et ce n'est que la présence du fleuve qui a maintenu cette cité, ainsi que quelques villages oasis dans la région. Au final, Achanul est décrit comme pourvoyeuse d'esclaves et d'arénaires dans le JDR papier. Bon, ça reste un peu mince comme background, mais il est vrai que pauvres, les parents de la petite fille la vendirent comme esclave pour finir dévorée dans les arènes, où contre toute attente, elle survécut, se découvrant un don inné pour le combat. On retrouve évidemment ici de grosses influences venant du personnage de Conan, gladiateur instruit, rappelez-vous, au moins dans la version de Jordan, et bien sûr de celle de la plus célèbre des princesses guerrières de la fin des 80s, Xena d'Amphipolis. Lydia a souvent déclaré dans ses streams que c'était le perso qui l'avait inspiré le plus. Moins instruite que ses illustres références, Kétra deviendra une célèbre gladiatrice grâce à sa rencontre avec sa sœur d'armes, Kaena, autre enfant abandonné d'Achanul, qui la prendra sous son aile et va tout lui apprendre. Ensemble, elles visiteront le monde, enfin surtout les arènes du monde, car elles restent que des esclaves, elles ne vont pas pouvoir se balader finalement dans les villes. On en avait déjà parlé pour le passage à Aria. Justement, à Aria, la générale Cassandre va déceler dans ce duo de choc un gros potentiel et rachètera leur liberté pour aller rechercher le fameux sceptre herméneutique dans la cité cachée d'Irem, dans le désert du Roub al-Khalil. Leur connaissance du terrain, après tout, elles sont nées dans la région, et les deux sœurs vont trouver la ville mystique, en tout cas ses environs, mais elles vont être arrêtées par les soldats du sultan d'Aqaba. Kaena, on ne connaît pas les détails, avait trouvé le sceptre, mais elle ne va rien dire à Kétra. Pourquoi ? Ça, l'histoire ne le dira jamais. Et Kétra, elle ne va pas connaître non plus les détails de la mission. Là, elle découvre tout au fur et à mesure. Mais Kaena va se sacrifier pour que Kétra s'échappe. Encore pourquoi Kaena va garder le sceptre ? Peut-être pour négocier sa vie, à défaut de sa liberté avec le sultan. Tous ces détails restent flous. En galérée, Kaena va redevenir esclave, mais son bateau et le sceptre vont être arraisonnés par les frères pirates de la côte qui vont récupérer l'artefact, s'organiser et, cerise sur le gâteau, offrir un emploi, entre guillemets, à Kaena. Entre-temps, Kétra, elle va errer dans les royaumes jusqu'à arriver à la fameuse ferme Strolin dans le fief du Rideau. Là, les bandits de Caldera tuèrent ses bienfaiteurs, les fermiers, et notre gladiatrice au grand cœur va partir à leur poursuite. Et c'est à ce moment-là qu'elle va finir par tomber sur nos trois zigotos. Kaena, on l'a dit, elle n'est pas instruite, mais elle possède de la sagesse, le fameux bon sens paysan, quand même l'appeler fibre. Elle va rester tout le long de l'aventure la boussole morale de la troupe, et souvent elle va être pourvoyeuse de bonnes idées. Clairement, son impossibilité de parler dans cette session, c'est la preuve édifiante que, quand elle n'est pas là, tout part à volo. Mais tout comme Xena, si elle peut tuer violemment, elle va aller tout doucement mais sûrement vers un chemin de rédemption. Son seul souhait étant la gloire, comme Conan, et libérer les esclaves, Daenerys style. Elle aime énormément les animaux et son histoire simple mais touchante de Kiki, son tigre qu'elle avait dû tuer, vous avez la ref, a donné moultes occasions au MJ de créer de l'histoire. Si elle n'a pas choisi Fripouille, dont le caractère était peut-être plus compatible avec ce fiefé atlan, c'est son don de parler un peu, mais pas trop non plus, aux animaux, qui va lui donner l'occasion de faire ami-ami avec une grosse ménagerie potentielle. Alors, peut-être pas aussi importante que la taille de son sac ou la quantité de ses armes. L'occasion ici de parler de l'amour du loot de Kétra, partagé avec sa joueuse Lydia.
Et oui, bien sûr, si cela vient d'un attrait naturel, Lydia va l'exacerber pour les besoins du show et donner du relief à un personnage qui a dû faire beaucoup plus comme sa joueuse et comme dans la vraie vie pour trouver sa place sur une table de personnalité très marquée. Si vous ne l'aviez pas remarqué, je vous invite à prendre un beau mouchoir et vous enlever les paillettes qui vous encombrent les yeux. On verra sans trop spolier que comme Xena, l'évolution de Keitra sera progressive mais drastique pour embrasser un chemin plus arcanique. Après tout, elle est déjà apprentie magicienne. La voix des armes ou la voix du dragon, il faudra attendre un peu pour connaître sa véritable décision. Il en sera d'ailleurs de même pour le personnage d'Evie dans le tribunal des dragons. Même si ceci est une autre histoire, on retrouve l'intelligence de notre joueuse à mener à bien sa barque parmi une tablée, souvent comme dans cet épisode, totalement larguée. Et réviser, c'est absolument pas tricher, c'est juste la base du JDR. Ouin ouin, Lydia, elle joue toujours la même chose. Oui, je t'ai entendu, toi, au fond, Jeanne Kevina. Mais rappelle-toi de Circé, la prêtresse du 3e trône qui donnait sa chemise pour pouvoir soigner ses alliés. Rappelle-toi de Tessa, la chasseresse de vampires, hommage à Buffy. Fais enfin Lydia qui peut jouer une érudite dans la saison 4. Des elfes du vide, des guerrières, des marchandes, des voleuses, des abbesses. Lydia a et peut tout jouer et surtout à montrer aux spectatrices de gore qu'on a le droit d'être à une table de JDR, d'y poser ses bip bip hache comme tout un chacun. Ouin ouin, encore des quotas, c'est pas bien. Seul le talon compte. Oui, je t'entends, Jean-Eudes, 48 ans, du 8-3, et ça tombe bien. Lydia, c'est tout ça. Le talent, l'intelligence, l'élégance et la badassitude avec un grand B et un E à la fin. Une joueuse qui n'est pas là par hasard, et si vous, Jean et Janine, ça vous défrise, prenez donc ce beau mouchoir. Comme disait mon grand-père, qui se sent morveux se mouche. Pour terminer, je fais un gros big up à toutes les MJ et joueuses d'Aria et autres JDR qui se sont lancées dans l'aventure grâce à des personnalités comme Lydia, les Mademoiselles et toutes les autres filles du JDR Game. GG à vous et un grand merci, cœur. Eh bien, merci Maître Likao. Et du coup, maintenant, on va passer aux stats. Je fais un apaiser les cœurs. Vas-y. Apaise les cœurs de Gérassi. 92. Alors, est-ce que épisode maudit rime avec G2D maudit ? Eh bien, absolument pas. Ils ont été très forts. Et un certain Cactus s'était même glissé dans mes DM pour me dire « Tu verras, ils font des jets de dés de ouf ». Et comme toujours avec ce brave volatile, il avait raison. Mais avant de nous pencher sur les statistiques du jour, il est bon de mettre ces résultats en perspective, vu le nombre très faible de lancers de la soirée. Alors induit par la plus ou moins absence de Keitra qui n'aura lancé qu'un seul dé, mais aussi par la plus ou moins absence de prise de décision. Il n'y aura eu que 19 jets contre, pour donner un exemple, 42 la fois précédente. On sent la différence. Cela n'empêche, ils ont bien bossé avec un joli 74% de réussite globale et une moyenne de 47. Alors, Clodomir aura jeté plus de la moitié des dés de la soirée et il nous offre un admirable 70% de réussite et surtout un joli équilibre. Et vous savez combien j'aime les équilibres. Avec un échec critique qui le fera tomber d'une falaise et une réussite critique qui lui permettra de soulever un tapis. Alors, au vu de cela, on se demande parfois si les conséquences des critiques, elles, sont bien équilibrées. Le roi de la soirée, la stat à ne pas manquer, c'est bien évidemment le 100% de réussite de la part de Atlan. Alors oui, il n'a lancé que 3 dés, et oui, c'était 3 tests de mentir-convaincre, et qui est la seule stat où il n'est pas claqué, mais on le sait tous ici, ça ne l'a jamais empêché de nous taper ses best 92, même en mentir-convaincre. Or, ce soir, De Rive nous fait un très joli 21 de moyenne, et c'est, j'ai été vérifié, la meilleure moyenne jamais réalisée dans Game of Roll. Donc paradoxalement, si nous avons eu droit à un 100% de réussite, nous avons aussi eu droit à un 100% d'échec de la part de cette pauvre Keitra qui n'aura donc, je le rappelle, lancé qu'un seul dé, et elle aura tristement échoué de 1 point en faisant un 76 sur 75,
Décidément, c'était vraiment pas sa partie. Alors dommage vraiment que, du moins à mes yeux, l'épisode n'était pas ouf, car sur papier, c'était la soirée du lore. Et je sais pas trop si on réalise bien à quel point. Parce que récapitulons, ils ont loot un des 3 morceaux de cartes légendaires permettant de retrouver le sceptre herméneutique. Ils ont trouvé un des 3 Sela, potentiel tombeau mythique du roi des rois. Ils ont croisé une nouvelle fois un tulpa. Ils ont appris la magie ancestrale de la mort. Ils ont pratiqué l'art de la maranga et ils ont tué le roi des pirates. C'est vraiment incroyable. Et quel dommage aussi que la gladiatrice n'était pas en toute possession de ses moyens pendant cet épisode, parce que c'est non seulement l'épisode du lore, mais c'est aussi l'épisode du loot. En plus du morceau de carte, soit la plus pure, main du roi des pirates, potion d'Ingramus à foison, amulette de la mort, fourrure, coupe en or, on ne sait plus où donner de la tête, et ils ont même rajouté 2 nobles à l'équipage. Alors l'épisode semble vide, et pourtant les énumérations ne s'arrêtent pas là. Parce qu'ils auront résolu une énigme, utilisé une carte de magie, cuisiné une fausse poule, fabriqué 3 potions hors champ, et trinqué 2 fois, dont une fois, je cite, discrètement pendant que la sorcière dort. Alors, ce n'est pas bien clair combien de personnes Clodomir a tué avec sa colonne d'eau, parce qu'il déclare « J'ai buté au moins 12 personnes » avec un air jovial, mais ça n'a jamais été validé par le MJ, donc je ne sais pas trop comment comptabiliser tout ça. Ce qui est sûr, c'est qu'il a donc fait au moins 2 victimes, Solong, Barillette Cosmico et Aesquoise, mortes noyées avec leurs os brisés en 1000 morceaux. RIP. Et en sectionnant une main et en entraînant une hémorragie fatale, Niklas commet son premier meurtre. Et quel meurtre! Bye bye le corbeau noir, après tout tu n'avais qu'à pas être un gros mascu. Donc dans ma dernière chronique, je vous quittais en vous demandant est-ce que vous pensez que Keitra restera encore longtemps en tête de notre concours macabre? Et vous avez maintenant la réponse, car Clodomir repasse une nouvelle fois, enfin c'est un truc de fou, tous les épisodes, il y en a un qui passe au-dessus de l'autre. Donc il repasse une nouvelle fois devant Keitra sur le podium des psychopathes meurtriers, avec au moins 16 meurtres, hein, je ne saurais pas dire le chiffre exact, au moins 16 meurtres contre 15, avec un total de 35 homicides pour les créances. Et oui, je finis toujours cette chronique sur de bonnes nouvelles. Merci de m'avoir écouté. Merci. Merci à toi. Et du coup, maintenant, c'est l'heure de passer à la prédiction de Céladon. Il s'approche tout doucement, vraiment à pas feutré. Et là, il voit quelque chose d'incroyable. Mais vous ne le saurez que la semaine prochaine. Oh non! Voilà. Et pour être honnête, j'ai un peu peur. J'ai eu du mal à fixer mon attention sur l'épisode. Je pense que c'est un peu bancal comme prédiction. D'autant plus que vous avez spoilé et j'ai genre eu plein de petits trucs et genre que j'ai vus et je me suis dit mais du coup je vais pas les mettre parce que maintenant c'est trop tard. Oh non! J'espérais les pirates comme on les avait vus dans notre campagne, genre aventuriers trop libres pour se soumettre aux lois. Là, on voit que cette île elle est vraiment malsaine et noire, c'est pourri. Et on en a parlé. Enfin, j'avais parlé d'Amaury et je crois que j'ai failli le dire à un moment, mais je me suis retenue et enfin, à quel moment un enfant a sa place là-dedans, quoi. Et pour le prochain épisode, du fait, je sais pas si je prédis bien, mais en tout cas, moi, ce que je souhaite, ce que je veux voir, c'est des jets ratés. Je veux voir une explosion d'événements. Alors, du coup, comme tu l'as dit, Anna, finalement, il s'est passé plein de trucs dans cet épisode, mais je veux des événements vifs. Et j'adore les pirates, mais j'aime aussi les effets karma et comme mon ressenti pour cette île il est bien plus mitigé qu'au départ. Et là, mon cœur se fend. Ce serait peut-être pas si mal de l'avoir brûlée. Et alors, bon, c'est sûrement le mauvais moment pour poser ces questions, mais moi, je me suis beaucoup interrogée sur Endoro. Je voulais savoir s'il était là avant les pirates. Et du coup, c'est son île. Pourquoi est-ce qu'il la garde aussi éperdument? Est-ce qu'il y a un truc dessus? Est-ce que c'est pas destructeur en soi qu'il y a une présence humaine? Et du fait, pourquoi il y a des gens dessus? Et enfin, je veux dire, en fait, j'ai des pensées genre, mais
j'imagine que les pirates, ils doivent pas nettoyer leur plage et ça doit être couvert de débris de verre et de diverses pollutions. Et Endoro, lui, il intervient pas contre ça. Genre, son but, c'est la protection de l'île. Du coup, désolée, je me suis un peu égarée, mais je me suis vraiment, investie dans ce lézard, ce truc, cette entité millénaire. En tout cas, j'espère que le plan va pas se dérouler sans accroc. Et de toute façon, ça semble impossible, quoi qu'il en soit. Rien que le fait qu'il porte sur eux une trentaine de potions d'Ingramus, c'est comme partir en randonnée avec une ceinture de grenades qui explose si tu secoues un peu trop. C'est impossible que ça se passe bien. Et je me prends à espérer aussi que Lydia prendra un peu sa revanche et aura double voix au prochain épisode. Mais ça, je crois que c'est... Enfin, oups. Spoiler, ouais, c'est loupé. En tout cas, elle m'a manqué pour cet épisode. Et voilà, les trucs que j'aurais aimé ajouter, c'est concernant le Tulpa, par exemple. Genre, je sais pas comment dire, mais il sait que Atlan le cherche. Donc, je comprends pas j'ai du mal à envisager qu'il va rien faire. Et enfin bon, voilà, il y a plein de choses que je pense j'ai oublié de lier dans mon esprit. Merci pour cet épisode. Merci à toi. Merci. Et on arrive donc doucement sur la fin de cet épisode de La Montbrave. Comme d'habitude, avant de se quitter, est-ce que vous avez des recommandations sur ce que vous avez pu voir dernièrement ? Oui, je voulais reparler du retour des feuilletons roniphoniques en podcast et sur YouTube. L'équipe, après, il y a quelques années, avoir fait une campagne sur Crime, puis une campagne incroyable sur Hollywood, est en train de nous reproposer une nouvelle campagne sur Meute qui va se dérouler cette fois-ci pendant la croisade des Albigeois. Et je sais que Erkep et Anadjoun aiment beaucoup les podcasts montés avec un son incroyable. Et pour le coup, là, on est sur du high level. À tout point de vue, la narration est parfaite, le montage extraordinaire et les joueurs et le MJ sont incroyables. En parlant de trucs bien montés et... putain. Titre. Quoi ? Ouais, c'est là-dedans. Fait partie de la team, c'est une sœur. Faut que je commence cette phrase autrement. Oh mon Dieu, c'était parfait. Je suis au max. En parlant de podcasts de qualité, de vidéos avec un beau montage, il y a le MJ Masqué qui a fait un one-shot dans l'univers d'Aria. Je sais pas si vous connaissez le MJ Masqué, mais toujours... ces parties sont toujours très bien montées. C'est vraiment qualitatif et le one-shot est sympa. C'est pas un truc de fou, mais c'est plutôt pas mal et il y a une bonne ambiance. Et sinon, j'ai une autre recommandation. Mais elle n'est pas très originale parce que c'est la série du moment. Si vous n'avez pas vu la série The Last of Us, allez-y. C'est vraiment très bon. N'ayez pas peur d'avoir peur, puisque ce n'est pas une série qui fait peur, contrairement à ce qu'on pourrait croire. En plus, je la regarde en watch party avec Anadjoun et on se marre bien. Oui, se marrer, c'est peut-être pas le bon mot, mais... Non, on pleure. Enfin, moi, je pleure. Oui. C'est sûr. Mais oui, The Last of Us, c'est vraiment une très bonne adaptation. J'étais surpris parce que souvent, on va pas se mentir, les adaptations de jeux vidéo, c'est souvent éclaté. Mais là, il y a tout le savoir-faire de HBO dedans. Et c'est vraiment très cool. Quoi, j'ai 2 recommandations, je me rattrape pour tous les épisodes où je n'en ai jamais aucune. Eh bien, si tout le monde a fini et que plus personne n'a rien à dire, on va pouvoir se dire au revoir. C'est donc la fin de ce 11e épisode de Hola mon brave. On se retrouve bientôt. Et entre-temps, prenez soin de vous. Ciao. Bisous. Ciao. Bye bye.